Monsieur Soral, à l'heure du Great Reset, et notamment à une certaine ubérisation du travail, dans plusieurs secteurs d'activité, comment voyez-vous la figure de l'homo faber, à savoir un travail productif et empêchant la névrose dans ce nouveau monde qui s'annonce? Ça, c'est une vaste question qui a un fondement anthropologique, justement, parce que c'est l'homo faber. L'homme existe par le travail. Le travail est consubstantiel à son être. Et après, il faut différencier ce qui est travail et travail, c'est-à-dire métier, par exemple, et emploi. D'ailleurs, Trump employait un mot très très mauvais qui était le job. Voilà. Un métier, c'est que vous acquérez un savoir-faire qui fait qu'à la fois vous pouvez, reproduire votre force de travail, c'est-à-dire exister économiquement, et en même temps vous existez, je dirais presque ontologiquement, c'est-à-dire que votre savoir-faire vous donne une existence, c'est-à-dire une fierté d'être, une relation saine aux autres et au monde. Par exemple, un mécano-moto qui maîtrise bien la complexité du moteur à combustion interne, maîtrise un savoir réel, et en général, il a du travail, il peut être relativement, je dirais, équilibré. C'est ce que j'ai constaté, moi, d'ailleurs. En revanche, ce qu'on appelle un job, notamment avec l'hypertrophie du secteur tertiaire, c'est que vous avez aujourd'hui une grande partie de la population, est une partie d'ailleurs grandissante de la population, et c'est le marqueur de la modernité, c'est que le secteur tertiaire, c'est-à-dire les emplois de bureau, c'est-à-dire les emplois indirectement productifs, avec des savoir-faire très discutables, très virtuels, très abstraits et très parcellaires, ce secteur est devenu tendanciellement majoritaire. Et c'est une mutation sociologique, anthropologique par rétroaction, et qui est indéterminant du monde moderne. Notre monde moderne occidental, c'est le monde de la domination du tertiaire, sur les secteurs primaires et secondaires. C'était chasse, pêche, industrie lourde, et pour être un peu plus fin que ces catégories-là, c'est-à-dire une période dans laquelle il y a de moins en moins de gens de métier, c'est-à-dire de gens qui maîtrisent un savoir-faire théorico-pratique, valorisant et qui fait sens. Et qui en plus d'ailleurs, dans la conception du libéralisme de première époque, leur donnait une autonomie, puisqu'ils étaient maîtres de leurs moyens de production. Un menuisier, à l'époque, il sait faire des meubles parce qu'il maîtrise le travail du bois. Il a souvent d'ailleurs été compagnon, c'est-à-dire il a été formé avec le respect d'un savoir-faire et d'une hiérarchie transmise par des anciens. Et souvent, pour des raisons familiales, il hérite d'une entreprise à échelle humaine qui s'appelle une menuiserie. Et donc il est propriétaire de ses moyens de production. Et moi j'ai bien démontré que politiquement la maîtrise et la propriété de ses moyens de production était une des conditions de l'indépendance politique, et que tout le reste, en fait, ce qu'on appelle le salariat, est déjà pose déjà un problème fondamental. Le salariat est quand même une infantilisation, alors qu'en plus c'est le salariat du tertiaire. Je dirais que c'est une double dépossession, si on veut employer des catégories marxistes. C'est une double réification d'une certaine manière. C'est une double chosification, pour faire du cousin, C'est-à-dire que vous êtes infantilisé parce que c'est quelqu'un qui vous paye parce que vous lui vendez votre force de travail, et en plus il vous paye pour faire un travail absurde, stupide, et donc profondément aliénant, pour prendre des catégories très fondamentales, qui est la catégorie de qu'est-ce qui aliène, l'aliénation, voilà. Et donc on est quand même dans un monde aujourd'hui, ce qui explique pas mal de choses, sur les élections, sur la manière dont les gens votent, la manière dont les gens se comportent. On est quand même dans un monde d'aliénation maximale par l'extension très importante et dominante du secteur tertiaire, et dans des métiers parfaitement abstraits et parcellaires, c'est-à-dire l'extension maximale on va dire des emplois de bureau. Et d'ailleurs, ces emplois de bureau s'accompagnent de la féminisation, comme vous le voyez, puisque effectivement, contrairement au secteur traditionnel qui avait un lien avec le corps, l'intérêt du secteur tertiaire, entre autres, c'est qu'il peut être indifféremment accompli, ce travail, par des hommes ou par des femmes. Donc on a eu aussi une poussée de féminisation, avec tout ce que j'en ai dit et écrit vers la féminisation, que j'ai un livre que les gens comprenaient pas vraiment quand je l'ai sorti dès 96 en fait, et en fait on voit bien que c'est une des clés majeures de compréhension du monde occidental aujourd'hui, la féminisation, voilà. Et la féminisation est consubstantielle à la tertiarisation,
l'extension du secteur tertiaire, parce que je sais pas si le néologisme existe et veut dire quelque chose. Voilà. Donc l'homo faber, voilà, pour revenir à l'homo faber, c'est l'homme existe par son travail, mais qu'est-ce qu'un travail? Voilà. Qu'est-ce qu'un travail, je dirais, qui permet l'épanouissement de l'homme? Et qu'est-ce qu'un travail qui, au contraire, l'aliène? Alors là, évidemment, on peut avoir tout le discours sur l'ambivalence du fordisme et du taylorisme, qui a permis, par le travail à la chaîne, de faire baisser le coût de fabrication des automobiles et donc de permettre aux prolétaires d'accéder à la propriété de l'automobile, mais parallèlement où on lui faisait accéder à la propriété de la Ford T, aussi d'ailleurs par le crédit, on lui donnait une espèce d'accès à un objet qui peut même être un objet d'émancipation, parce que ça lui permet de voyager plus loin et de partir en week-end, mais en même temps, c'est le en même temps qui existe, hein, le en même temps positif, sa vie quotidienne devenait un abrutissement total par rapport à ce qu'était l'aristocratie ouvrière et la manière dont on fabriquait les voitures avant l'extension de la chaîne. Hein. Avant, c'était des ouvriers qui fabriquaient une voiture de A à Z. Ça prenait beaucoup plus de temps, elle coûtait beaucoup plus cher, mais il n'y avait rien de plus valorisant et d'excitant pour cette aristocratie ouvrière que de fabriquer une voiture de A à Z, parce que c'était de l'intelligence appliquée. Alors que si vous avez revu le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, vous comprenez que quand on passe au fordisme et au taylorisme intégral, effectivement, la voiture coûte beaucoup moins cher, donc elle est accessible au prolétariat, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est une extension du marché, et les classes populaires accèdent au marché de l'automobile, mais c'est le prolétaire qui jouit de cette voiture. Elle est quand même prélevée sur sa propre chair, à tous les niveaux. Un, par l'extorsion de la plus-value, si on est marxiste, hein, c'est-à-dire le bas salaire et le travail presque esclavagiste, et deuxièmement, parce qu'un travail incroyablement abrutissant, qui d'ailleurs à l'époque ne pouvait compenser que par l'action syndicale. Il faut bien comprendre aussi que moi qui suis marxiste de formation et qui a été communiste, quand on voit ce que c'était que l'île Seguin et l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, il faut avoir vu un documentaire sur ce que c'est que la situation des OS1 et des OS2 de Boulogne-Billancourt. Eh ben, la seule chose qui réhumanisait ces travailleurs, qui d'ailleurs à partir des années 50-60 sont essentiellement des travailleurs immigrés sur les chaînes OS1, OS2, hein, des gens issus de notre ancien empire colonial, la seule chose qui les réhumanise, c'est la solidarité syndicale et ce que le parti peut leur apporter par ailleurs comme bibliothèque de prêt, et puis même d'ailleurs tout ce que la CGT apportait avec vacances, loisirs, etc. Donc c'est pour ça que même si moi à un moment donné je me suis rapproché de l'extrême droite pour des raisons stratégiques, politiques et historiques, je n'oublie pas quand même tout ce qu'il y avait de positif et de nécessaire dans ce qui a accompagné le mouvement ouvrier, notamment de ce que j'en ai connu moi, c'est-à-dire la fin des années 60, les années 70, et puis d'ailleurs j'ai vu ce qui s'est passé avec la stratégie Mitterrand-PS, avec cette destruction de tout ça dans les années 80. Donc ça aussi, c'est une culture complexe, hein, qui nous amène pas à dire la CGT c'est des enculés ou la CGT c'est bien. C'est à un moment donné, c'est d'avoir une vision historique, politique et économique au niveau de la réalité des choses, pour voir effectivement que pour un ouvrier issu de l'émigration qui était pratiquement rapté dans un village des Aurès pour se retrouver en banlieue parisienne OS1 sur une chaîne de montage Renault, à un moment donné, la CGT pour lui ça voulait dire beaucoup. Voilà, c'est ça que. Alors évidemment pour un petit con comme Julien Rochdy, c'est-à-dire un petit bourgeois de droite zémourien, il en a rien à foutre et ça l'intéresse pas et il peut juste se permettre de mépriser. Mais pour quelqu'un qui vient de ce monde-là ou qui sait l'existence de ce monde-là, ça change tout. Or, l'intelligence politique et morale, c'est de connaître tous ces mondes, c'est-à-dire la réalité des classes sociales et cette juxtaposition de classes, ces conflits de classes, c'est aussi, on va dire, collaboration de classes, ça existe aussi. Et voilà, et d'avoir une vision sociologique complète et de pas se réduire à la vision d'Éric Zemmour qui ne voit dans l'immigré qui fait un travail que lui n'a jamais fait et qui ne fera jamais, qui ne voit que le dangereux
le potentiellement dangereux futur terroriste islamique. Hein, voilà. Nous, à ER, on voit le danger de l'islamisme radical, mais on voit aussi le monde du travail. Et on sait de quoi est fait le monde du travail, même si on peut déplorer que le français de souche a été chassé du monde du travail pour des raisons d'économie de coûts, et que d'ailleurs, cette, comment dirais-je, immigrationnisation du monde du travail a aussi produit une dépolitisation qu'on peut aussi déplorer, hein, parce que aussi le patronat a joué là-dessus. La conscience politique, sans doute du français dans la tradition française, élevée dans la longue tradition des combats politiques de gauche, le fait d'un moment donné de transférer ce travail d'OS1, d'OS2 à des gens qui venaient d'un autre monde et du tiers-monde, a produit aussi une certaine dépolitisation, hein, et c'était voulu. Donc voilà, notre travail à nous, à ER, c'est la maîtrise, je dirais, la compréhension de la totalité, de cette tentative de compréhension de la totalité de la réalité du fait politique, qui d'ailleurs génère en général quelque chose de l'ordre de l'humanisme, hein, c'est-à-dire ça évacue le mépris, le dualisme arrogant, etc. Et je rappelle d'ailleurs que ce dualisme arrogant est souvent consubstantiel au jeunisme. Hein, voilà, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On est un peu dans le même thème. Pourquoi les filières manuelles ont-elles été dépréciées en France ? Eh ben déjà parce que les élites sont issues justement du tertiaire et qu'il y a une tradition en France, hein, qui est une tradition intellectualiste très forte, qui a ses avantages. La France était le pays des penseurs, hein, faut pas oublier. Et c'est comme ça qu'on régnait sur le monde pratiquement jusqu'à 1945. Hein. Beaucoup de grands penseurs et de grands penseurs de la modernité. Hein, c'est-à-dire, ça commence par Montaigne, la Boétie, ça passe par Voltaire, Rousseau, et ça continue, que ce soit à droite ou à gauche, on va dire par Proudhon, Sorel, Berthe, et à droite tout ce qu'il y a autour de Maurras, plus après les penseurs de la tradition, Guénon, Corbin, Massignon. Enfin voilà, c'est-à-dire que la France est le pays des penseurs. Hein, alors que l'Angleterre, c'est plutôt le pays des gestionnaires, et l'Allemagne, d'ailleurs aussi le pays des penseurs, mais avec une dimension plus systématique, conceptuelle, dure, etc. Et donc, les élites françaises, traditionnellement, sont assez méprisantes de ce qui a à voir avec le corps. Hein. Par exemple, la tradition française des élites intellectuelles, c'était de mépriser le sport comme un truc de crétin. Et le sport était réservé aux populos. Il suffit de regarder les films populaires français, qui fait du vélo, qui fait du football. Le bourgeois ne va pas au football et ne regarde pas le cyclisme. Alors qu'en Angleterre, le sport est consubstantiel à la culture aristocratique. C'est la grande différence du rugby en Angleterre et du rugby en France. En France, c'était un truc on va dire, de bourrin du Sud-Ouest, qu'on appelait les Anglais les appelaient les animaux, hein. Et en Angleterre, c'était un truc des étudiants aristocrates, hein, voilà. Donc il y a une tradition française d'intellectualisme qui a tendance, ce qui est pas très grec, hein, mais à mépriser tout ce qui est manuel. Et rappelez-vous les phrases de Bernard-Henri Lévy, qui est une caricature sur son mépris total du sport et du corps. Hein, voilà. Donc ça, c'est le côté... le défaut de la qualité française, c'est une grande tradition intellectualiste et un certain mépris pour tout ce qui a à voir avec le corps et donc le manuel. Et puis après, sans doute, il y a sans doute effectivement le fait qu'on ait tiers-mondisé le travail de base qui accompagne la Fordisation et la Taylorisation, les OS1, OS2, c'est que c'est ajouté un mépris de classe et même un certain racisme aux emplois manuels. L'emploi manuel, c'est le truc du mec qui a pas réussi, c'est le truc du mec qui a pas fait d'études aussi, les filières très abstraites de l'éducation nationale française, c'est important. En Allemagne et en Suisse, jusqu'à récemment d'ailleurs, et c'est la très mauvaise influence française, il y avait beaucoup d'ascension sociale par comment dirais-je, la formation pratique. Hein. Le terme, c'est c'est quoi le terme technique?
Enfin, c'était une tradition allemande et française, les formations pratiques, les diplômes pratiques. En France, même le prolo qui s'élève un peu veut que son fils passe le bac et après aille à l'université et bac plus 3, 4, 5 dans des filières abstraites. Hein. Il y a ce côté, l'apprentissage, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y avait encore une valorisation de l'apprentissage en Suisse, en Allemagne, qui est très différente de la France, alors qu'en France, l'apprentissage, l'apprenti, c'est le connard qui a pas pu faire des études abstraites parce qu'il est trop con. Hein, voilà. Et ça, il y a une dévalorisation de l'apprentissage. Et n'oubliez pas que les gens qui pilotent la planification française depuis la Ve République, hein, quelque part, ce sont des énarques. Ce sont des types qui, toute leur formation, alors qu'ils sont à la tête des décisions, est anti-apprentissage. Hein, anti-apprentissage. Il y avait un autre marqueur, une autre stat, c'est que en Allemagne, contrairement à la France, il y avait 10 fois plus de dirigeants de grandes entreprises qui étaient issus du rang, donc qui étaient montés hiérarchiquement par l'apprentissage en réalité, qu'en France, où ce sont des énarques qui ont fait des grandes écoles, qui sont parachutés par le haut. Et d'où d'ailleurs la différence d'efficacité entre l'industrie allemande et l'industrie française. Hein, voilà, c'est l'ENA d'une certaine manière représente ça. Donc tous ces facteurs-là s'accumulent. Une tradition intellectuelle française, on va dire un certain mépris du corps et du sport et de tout ce qui est pratique, l'énarchie, la tiers-mondisation et la fordisation. Si vous additionnez tous ces facteurs, effectivement, la France c'est sans doute un des pays où les travaux manuels, la maîtrise manuelle et les apprentissages est le plus méprisé au monde. Hein. Et d'ailleurs, ça produit des catastrophes, puisqu'en réalité, vous avez plein de connards qui montent des business de consulting, de machin, qui sont des experts en rien du tout. On le voit même d'ailleurs en médecine, où les mecs aujourd'hui qui pilotent le Covid sont des types qui n'ont jamais exercé la médecine et qui travaillent sur des modèles mathématiques. On a bien vu d'ailleurs que le débat profond entre Raoult et ses contradicteurs, c'est que Raoult est un praticien, même s'il a un haut niveau, mais il pratique. Et en face, on a des types qui, sur l'image d'ailleurs du GIEC et de tout ce que ça a donné, et puis on a chez nous le petit connard arrogant, là, le blondinet, là, qui d'ailleurs arrête pas de changer d'avis récemment, qui lui ne fonctionne que sur... Comment il s'appelle? Voilà, faut me l'écrire. Oui, voilà, lui, il fonctionne, il a jamais exercé, il a jamais vu un malade, mais par contre, il fonctionne sur des projections et des modèles mathématiques. Vous voyez, là, on a toute l'arrogance française là-dedans. Donc, on doit, voilà, c'est une situation française assez dramatique. Voilà, c'est que la France, malheureusement, a cette arrogance intellectuelle qui est typiquement, je dirais, voltairienne, hein, et un mépris du manuel qui est dans son, malheureusement dans son ADN de longue durée, et qui fait qu'on est encore plus fragile face à la catastrophe contemporaine que j'ai décrite dans le sujet précédent là, c'est-à-dire l'homo faber qui ne faber plus grand-chose quoi, et qui en plus c'est un prétentieux, parce que ce qui est terrible avec ces élites intellectualisantes qui prétendent gérer et être au-dessus d'eux, c'est qu'en fait ils prétendent maîtriser un savoir totalement abstrait et abscon, qui est un faux savoir. En fait, c'est ce que Lucien Goldman appelait dès les années 60 les diplômés analphabètes. Hein. Et voilà, c'est des crétins verbeux. Hein. On a l'image de Sartre, hein, comme ça, avec sa pseudo-philosophie, là, le jargonnage, tout ça. Et effectivement, qu'en France, il y a, contrairement par exemple à l'Espagne ou l'Italie, l'Espagne, c'est très très marqué, et puis aussi l'Amérique du Sud, où les élites de la bourgeoisie sont socios de clubs de foot et vont le dimanche après la messe voir les matchs de foot. Il y a pas de discontinuité, alors qu'en France, aller au foot est un truc de connard. Hein, voilà, la bourgeoisie ne va pas au foot. Ce qui explique d'ailleurs toute une histoire du football français. Pourquoi il y a très peu, les clubs ont très peu en réalité de public par rapport aux Anglais, aux Italiens, aux Espagnols, etc. Il y a aussi tout ça, hein, c'est que le Français est un type qui regarde le sport à la télé, quoi, voilà, et qui s'y est mis que récemment. C'est d'ailleurs peut-être ça, c'est peut-être quelque chose. Un marqueur qui peut être intéressant, c'est que on n'a pas encore revalorisé l'apprentissage et le travail manuel, mais par contre les Français se sont mis à la culture du sport, ce qui est très récent. C'est les années 80, hein, c'est le Gymnase Club, mais c'est sur une imitation de l'Amérique, hein, avec la Nike et tout ça. Je connais tout ça parce que je l'ai vécu de mon côté. J'ai vu la transformation du sport français, où dans les clubs de boxe avant, ça s'appelait l'ASPTT, c'était des prolos et des petits fonctionnaires, hein, des facteurs, des trucs comme ça, qui étaient dans des clubs de sport pas chers et où ils pratiquaient des sports, cyclisme, boxe,
pas tennis et golf. Hein. Et puis à partir des années 80, il y a eu la privatisation et la création de ce genre de marché avec le Gymnase Club, où c'est des employés de bureau qui vont courir sur des tapis ou faire des appareils de muscu avec le modèle Schwarzenegger et Jane Fonda, deuxième époque, parce qu'il y a eu Jane Fonda, qu'on appelait, comment on l'appelait déjà, Hanoi Jane, hein, anti-guerre du Vietnam, et puis après, la Jane Fonda, ce qui est bien avec les bourgeois, c'est leur capacité de se recycler, comme d'autres d'ailleurs, et après elle devient la femme de Ted Turner, et elle fait des cassettes d'aérobic, hein, vous voyez. Et donc il y a en France actuellement une revalorisation du corps par le sport qui s'est généralisé et qui est devenu qui s'est ancré en France, mais malheureusement c'est venu de l'imitation des États-Unis, et ça touche aussi beaucoup les Français d'origine immigrée. Il suffit de regarder l'équipe de France de football, voilà. Et puis malheureusement ça s'accompagne du tatouage, du Black Lives Matter, etc., etc. Donc là c'est intéressant d'ailleurs de voir que tous ces sujets se connectent naturellement, hein, et de voir effectivement une certaine spécificité française, un avantage qu'a la France, mais l'ambivalence et les inconvénients, de voir comment ces évolutions ont des aspects positifs et négatifs, de voir d'où ça vient, etc., etc. Mais bon, voilà, je crois que la France a, si on veut résumer et prendre de la hauteur, a un gros problème avec son goût assez arrogant pour les abstractions, et surtout les abstractions, bon, quand c'est mathématique, ça donne des choses utiles, les abstractions, je dirais, livresques, hein, et un mépris de tout ce qui est maîtrise du corps, quoi, qui conduit effectivement à de l'arrogance de classe et à un certain manque d'efficacité pratique dans certains domaines et sur certains sujets. Voilà. Dans les organisations d'extrême gauche dont je viens, on fait beaucoup de travail de propagande. Objectif, résultat, j'ai été surpris de constater que ER ne propose jamais d'action militante. Depuis que j'ai adhéré, début 2021, on ne m'a jamais proposé de participer à une activité militante. Monsieur K nous a proposé ce matin des possibilités de travail d'agitation. Ça me semble effectivement nécessaire. Mais pourquoi ne pas faire ces propositions sur le site ER et pourquoi ne pas mettre à disposition des tracts d'agitation des adhérents adaptés à chaque milieu professionnel ou social? Ben là, ça rejoint tout à fait le sujet dont j'ai parlé sur l'adolescence, c'est-à-dire arrogance, binarité excessive et manque de culture historique. J'entends dire pourquoi n'avez-vous jamais fait AER, et j'y suis adhérent depuis 2021, c'est-à-dire depuis hier. On n'a fait que ça en fait depuis 2007 pendant des années, hein. Donc c'est pas jamais, c'est pourquoi ne le faisons-nous plus aujourd'hui? Eh ben la réponse elle est assez évidente, c'est ma gueule, vous voyez. C'est pour échapper à la prison. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs que vous avez un peu négligés parce que vous venez du gauchisme, c'est que le gauchisme est validé par l'État profond. Hein. Le gauchisme, vous êtes un auxiliaire en fait de la bourgeoisie dominante et des forces de police en étant gauchiste. Mais quand vous devenez réellement opposant au système comme nous l'avons fait, vous vous prenez dans la gueule toute la complexité du système, c'est-à-dire le pouvoir fiscal, le pouvoir de police, le pouvoir intellectualo-médiatique et aussi le gauchisme. Hein. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où on militait et on faisait des trucs de rue, des tracts, des autocollants, des affiches, parce qu'on a fait que ça tout le temps de 2007 jusqu'à hier, quand vous n'étiez pas là, mais quand vous n'êtes pas là, vous estimez que ça n'existait pas, et hier, vous savez pas ce que c'est, vous n'êtes que dans le présent, dans la binarité et dans l'arrogance adolescente, hein, ça me permet de clarifier les choses. Moi, j'ai 62 ans, j'en ai pas ni 20 ni 30, hein, voilà, je suis sur le terrain depuis bien plus longtemps que vous. Eh ben, on s'est fait agresser, casser la gueule, diaboliser, interdire de fac et de campus, c'est-à-dire qu'on s'est pris les gauchistes dans la gueule, et sans compter les infiltrations, et les infiltrations dangereuses, hein, d'extrémistes pour nous pousser à faire des conneries pour qu'après on soit dissous. Aujourd'hui, je vous signale que l'Assemblée nationale essaye de faire une loi pour encadrer, c'est-à-dire détruire ce qu'ils appellent le survivalisme. Et ils essayent de nous mettre dedans à cause notamment du séminaire auquel vous assistez aujourd'hui. C'est considéré par le pouvoir politique, ce que vous faites en ce moment là, comme du survivalisme. Et donc de l'extrême droite qui rattache à l'alt-right américaine, hein, c'est-à-dire au mouvement pro-armes, vous voyez. Et ça, c'est la réalité que vous ne connaissez visiblement pas bien. C'est qu'en réalité, à ER, on est réellement en première ligne et dans l'opposition réelle. On n'est pas dans l'opposition factisme, du gauchisme ou du trotskisme. C'est-à-dire qu'on se prend dans la gueule le pouvoir politique, fiscal et policier et judiciaire, et aussi sur le terrain, la connerie gauchiste qui nous agresse systématiquement. C'est comme si vous m'aviez demandé pourquoi on n'a rien fait à ER avec les gilets jaunes. Hein. Et ben la réponse s'appelle les Black Blocs. Moi, je connais beaucoup de gens haut gradés
parce qu'il y a des patriotes dans la police. Je peux vous garantir que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est Alain n'y met pas les pieds. Les mecs, ils ont des oreillettes. Si au bout d'une demi-heure que tu seras sur le terrain, tu vas te faire massacrer par 200 Black Blocs. C'est fait pour ça. Et les Black Blocs, c'est les gauchistes, soi-disant qui militent sur le terrain et qui collent des trucs et qui infiltrent les campus pour vous proposer la révolution de pacotille ado post-68 hard. C'est eux qui ont détruit le mouvement Gilets jaunes. Il y a eu d'un côté les flashballs et de l'autre côté les Black Blocs. Et c'est comme ça que ça a été fait. Donc la réponse, c'est qu'AER, on est un mouvement d'opposition sérieux qui n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire ce que font les gauchistes, parce qu'en fait les gauchistes c'est de la merde, ça sert à rien. Et d'ailleurs ce que je voudrais vous répondre, c'est qu'avec tout ce militantisme de terrain gauchiste, etc., qu'est-ce que ça a donné depuis, si on veut résumer, depuis la Ve République? Ça a donné quoi? Besancenot? Ça a donné quoi? Qu'est-ce que disent aujourd'hui les gauchistes sur le Covid, la vaccination obligatoire? Ils sont où? Parce que ça, c'est la vraie réponse. Ils sont nulle part. Ils sont même en train ils sont dans l'adhésion totale au projet oligarchique. Ils sont dans l'écologie, c'est-à-dire ils sont derrière Greta Thunberg. Ils sont dans la vaccination obligatoire. Ils sont dans le pédagogisme à l'école. Ils sont dans toutes les saloperies qui mènent en fait à la dictature oligarchique. Ça, c'est la réalité. Et me poser déjà la question, c'est déjà la démonstration de tout ce que je viens de vous dire. C'est que le jeunisme est la chose la plus dangereuse pour moi en politique. C'est pour ça que toutes mes 68 s'est appuyé là-dessus. Il y a deux cancers du militantisme politique. D'ailleurs, je m'appuierai même sur Lénine avec la maladie infantile du communisme qui est le gauchisme. C'est le jeunisme et le féminisme. La féminisation et la jeunisation de la politique, c'est le moyen le plus subtil qu'a le pouvoir pour détruire de manière la plus subtile toute opposition politique sérieuse. Voilà. Et ça, je l'ai compris à mes dépens, et je l'ai compris année après année, parce que là où je vais faire un peu mon mea culpa, c'est que je suis issu, moi, de la matrice gauchiste, puisque j'étais un jeune des années 70, en plus à Grenoble, au moment de mon adolescence, comme d'ailleurs Vincent Lapierre, quelques générations après, et je suis d'abord un mec dans le gauchisme. Mes premières manifs, c'était l'antifascisme, et on manifestait contre le garrottage des militants espagnols basques par Franco. Voilà, c'est pour dire, ça remonte pas hier. Il y en a qui y étaient avec moi à l'époque, là. Il faut avoir plus de 60 ans pour ça. Et on criait no pasaran, et puis les mecs disaient, on dit pas fascista, on dit fascista. J'apprenais à prononcer à l'espagnol. Fascista, gna 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 gna. Voilà. C'est de la merde. Voilà, c'est clair. C'est de la merde pour crétins. Ici, à ER, on fait pas de la merde pour crétins, et on n'est pas un mouvement d'animation pour ados qui rêvent du grand soir, qui s'emmerdent. Pour ça, je vous le dis, moi j'ai écrit un bouquin qui est très bien, ça s'appelle Sociologie du dragueur. Si vous avez de l'énergie en réserve, la meilleure école d'intelligence psychologique, c'est la drague. Vous voyez, vous découvrez ce que c'est que l'autre, la femme, le concurrent, les rapports de classe, tout ce qui constitue l'amour, l'imaginaire social, tout ce qu'on croit être de l'ordre de la liberté qui est du déterminisme, la gestion du corps et de ses pulsions, vous voyez, c'est une très bonne école. Le gauchisme, c'est vraiment la pire école, voilà. Et là, ça nous permettra après de parler aussi du trotskisme. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le militantisme aujourd'hui, d'ailleurs, si vous aviez une culture de R, vous verriez les emmerdes que des gens se sont attirés parce qu'ils ont voulu militer. Des profs qui se sont fait chasser de l'éducation nationale, des gens qui ont perdu leur travail, qui ont été diabolisés, qui ont été menacés, etc. Et on en a eu. Et ça, c'est pour ça que progressivement, je me suis éloigné de ça, parce que à la limite, je pourrais envoyer quelque part des gens au casse-pipe, mais parce que ça produit quand réellement... Il suffit de regarder d'ailleurs, quand vous regardez on pourrait penser que ça nous concerne pas, mais par exemple les jeunes véganistes de droite qui d'ailleurs allaient acheter à une vente détaxée des polos qui sont les marqueurs de skin et de red skin. Et puis c'est le petit, comme il s'appelait, Esteban, vous voyez. Esteban, c'est typiquement un jeune radical. Il était véganiste de droite, pour vous dire déjà le niveau. Finalement, si vous regardez bien, sa vie a été détruite par une bagarre de rue où il a été provoqué par un petit con qui s'appelait Méric, que j'ai eu en face de moi dans je sais pas combien de manifs. Je vous rappelle, j'ai eu de la chance que ce soit pas moi qui l'ai fait crever. Méric, quand on faisait la liste antisioniste avec Dieudonné, il était en face de nous au marché des Pyrénées. Voilà. Ces mecs-là étaient mis en première ligne, c'était un fragile, et je vous garantis que le rêve, c'était qu'il se passe ce qui s'est passé. Ça aurait pu se passer avec nous. Et ça, je vous rappelle que c'est les assises. Et quand vous êtes un gauchiste et que vous incendiez une bagnole de police avec des policiers dedans, ça passe crème, en gros. Mais quand vous êtes Esteban Murillo, vous prenez 11 ans de prison,
C'est les assises et votre vie est détruite. Et en plus, maintenant, il passe son temps à dire qu'il regrette et que il était bête quand il était jeune et il vient avec une cravate bien élevée. C'est-à-dire, en fait, en plus, cette radicalité adolescente finit très souvent en soumission intégrale. Parce qu'une fois qu'on a fait le con et qu'on s'est fait choper, comme on se rend compte qu'on est passé de l'adolescence à l'âge adulte et que l'âge adulte, ça rigole pas, et ben en général, quand on n'a pas les couilles, on se soumet et on se déshonore parce qu'en plus c'est à ça que ça conduit. C'est pour ça que moi je ne vous vends pas du rêve. On fait de la formation et on fait de la réinformation et de la formation intellectuelle et de la réinformation médiatique. Et on fait pas plus parce qu'on ne peut plus faire plus et on nous interdit de faire plus. Et si on faisait plus, ça se passerait, on serait dissous déjà depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'on essaye d'échapper à la dissolution. Comme moi d'ailleurs, par ma double nationalité franco-suisse, qui est le destin, j'échappe à la prison, sinon je serais en prison. Et pour bien plus longtemps qu'Hervé Ryssen. Et je vous signale que Hervé Ryssen, ça lui a fait mal, la prison. Et il en est sorti diminué. Voilà. Donc la réponse elle est là. C'est pas on ne fait jamais de militantisme depuis que vous êtes là en 2021. 2021 c'était hier, donc on ne fait jamais depuis hier. Ça veut dire que déjà vous savez pas ce que c'est que le passé de R. Ça vous intéresse pas, vous y êtes pas intéressé parce que sinon vous verriez sur internet tout ce qu'on a fait depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 2017. C'est pas 2017, j'ai des conneries, c'est 2007. 2007. Non, depuis 2007, on existe. Et on a fait beaucoup, à l'époque de la main d'or de Dieudonné, beaucoup de militantisme, du collage, du tractage, des manifs anti-Arabie Saoudite, des manifs pro-russes. Moi, si vous regardez des manifs pro-palestiniennes avec le drapeau français, où je suis place d'enfer, je me fais charger par l'extrême gauche avec Besancenot qui est à la manœuvre. Tous mes gars se font arrêter. Je subis des agressions en commando, etc. La réalité, c'est que si on pouvait faire du militantisme de terrain et faire les guignols, comme d'ailleurs le fait encore Vincent Lapierre aujourd'hui, avec YouTube, avec des trucs dans la rue, avec des petites banderoles, avec des petites manifs, c'est qu'on serait des guignols du système. En réalité, quelque part, le fait qu'on nous ait progressivement interdit tout ça, et interdit par tous les moyens, c'est-à-dire fiscaux, juridiques, politique, médiatique et de terrain, parce que je vous garantis que les agressions, les menaces physiques qu'il y avait contre nous quand on essayait d'être sur le terrain et qu'on proposait d'ailleurs une fraternisation, quand on parle de fraternisation avec les trotskistes, posez la question à Besancenot. Vous regardez les vidéos quand Besancenot parle de moi chez parce qu'à l'époque, maintenant il a disparu dire Besancenot, moi non mais lui oui. Et vous regarderez l'hyper-violence du gauchisme contre des gens comme nous, où ils étaient bien plus violents contre nous que contre le pouvoir. D'ailleurs, il le disait, à la limite, le pouvoir, on s'en fout, c'est vous le problème. Et il nous appelait d'ailleurs les fascistes. Voilà, faut comprendre ce que veut dire un gauchiste quand il parle du fascisme. Le fascisme, c'est exactement ce qu'a compris à ses dépens un type comme Chouard. Voilà, Chouard, en fait, il a découvert à reculons le fascisme, c'est-à-dire l'union sacrée des résistants de gauche et de droite. C'est exactement ce qui fait le plus peur au pouvoir et ce qui est le plus interdit. L'extrême droite idiote, c'est totalement validé, ça s'appelle les identitaires, c'est géré par Goldnadel, et c'est favorisé par Zemmour. Et le gauchisme, c'est totalement validé aussi de l'autre côté, avec en plus maintenant la branche indigéniste, Traoré, etc. Et ce qui est dangereux, c'est quand on fait nous de la réconciliation nationale, de la gauche du travail et de la droite des valeurs, parce que ça, je l'ai expliqué d'ailleurs dans Comprendre l'Empire, c'est ce qui est réellement dangereux pour le pouvoir, parce que ça agrège des forces qui permettent, je dirais, le saut qualitatif. Ce qui permet l'efficacité. Et ça, c'est ce dont le pouvoir ne veut à aucun prix. Donc soyez d'extrême droite, oui. Soyez d'extrême gauche, oui. Bon, l'extrême droite est plus punie que l'extrême gauche, mais vous pouvez quand même, surtout si vous êtes bien con d'extrême droite, c'est-à-dire racialiste, et peu social, Papacito, Conversano, ces gens-là, ils ont encore YouTube, voilà. Mais si réellement vous faites un travail efficace dans la tradition d'ailleurs de Proudhon, de Sorel, de Berthe, c'est-à-dire très français, de Cercle Proudhon, de Réconciliation nationale, des forces de gauche et des forces de droite, c'est-à-dire gauche du travail, droite des valeurs qui sont valables et qui pourraient opérer le saut qualitatif révolutionnaire, vous vous faites traiter de fasciste, et là vous vous prenez une déferlante de violence sur la gueule, voilà. Qui fait d'ailleurs que moi, contrairement à Besancenot, j'essaye d'échapper à la prison, alors que Besancenot, lui, prétend être un révolutionnaire professionnel, et il est fonctionnaire des postes, et il a jamais eu le moindre problème de police ou de garde à vue ou de quoi que ce soit. En revanche, mon discours, par sa cohérence,
alors qu'il m'avait déclaré la guerre chez Moatif, vous vous rappelez, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Eh ben moi, j'ai eu, par le travail de rigueur, d'analyse et de sérieux et de constance, j'ai eu la peau de Besancenot et j'en suis fier et content. Besancenot, aujourd'hui, il n'existe plus. Pourquoi ? Parce que le système oligarchique n'en a plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, le système oligarchique qui a poussé Besancenot hier, il pousse aujourd'hui Zemmour. Ce sont les mêmes qui ont fait Besancenot et qui ont fait Zemmour. Pour vous dire que voilà, essayez de comprendre qu'au sommet de la pyramide, n'est-ce pas, quand vous baissez les yeux, vous pouvez regarder aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Hein. C'est du sommet de la pyramide qu'il faut comprendre sa base, voilà, et pas de l'inverse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question un peu violemment, mais parce que je me sentais attaqué personnellement. Hein, voilà. Et ER avec d'ailleurs. Voilà. C'est possible que j'intervienne. Vas-y, une question dans la question. Oui, je peux intervenir. Toi. Bon, d'abord, on n'a pas encore posé ta question. Toi. Comment ? On n'a pas encore posé ta question. Toi. Et c'était sa question. C'est sa question à laquelle il répondait. Ah, ok, d'accord. Comme il a creusé un trou sous la chaise. Oui, bah moi j'ai répondu à une question qui est pourquoi ne faites-vous jamais donc il y a jamais, moi qui suis adhérent depuis 2021, on est en 2021, et le jamais, il n'y a pas de jamais, voilà, donc jamais, toujours jamais, c'est les catégories que je dénonce dans le jeunisme, c'est-à-dire que ça n'existe pas toujours et jamais, tout est sauf, c'est jamais strictement toujours et jamais strictement jamais, c'est plus compliqué que ça, et 2021 c'est hier, voilà, il y a des gens qui sont ici, qui sont chez nous, et qui ont suivi tout le parcours chaotique et de ER, et je vous dis, moi j'ai commencé à avoir des ennuis assez violemment dès 2003-2004, c'est mon rapprochement avec Dieudonné. On a créé ER en 2007 et on a tenté tout ce qu'on a pu depuis 2007, et aujourd'hui on fait ce qu'on peut faire, et le pouvoir nous empêche de faire plus, voilà, et vraiment il met le paquet pour qu'on puisse pas faire plus. Si vous faites le parallèle avec Dieudonné, c'est pareil, c'est comme si vous disiez à Dieudonné, pourquoi tu ne joues pas au Zénith, hein, voilà. Il jouait au Zénith à l'époque, et puis aujourd'hui, il est condamné pour recel d'escroquerie parce qu'il est obligé de se servir de prête-nom pour louer des salles pour jouer. Voilà, hein. Voilà. Bah c'est en fait Dieudonné Soral, c'est très parallèle, hein, voilà. Et ça vous montre quoi ? L'acharnement du pouvoir quand quelqu'un fait le travail, je dirais, de résistance, de contestation ou d'analyse sérieusement, alors que à l'évêque, lui, n'a pas de problème, alors qu'il est officiellement un comique estampillé gauchiste, hein, voilà. Et puis je peux vous en parler puisque il nous a fréquenté à la Main d'Or et que je connais bien, hein, voilà. Donc là, voilà, j'ai cadré le débat. Hein. Allez-y maintenant. Donc, non, ce que je disais, c'est que, bon, alors ok, peut-être jamais, enfin, ça correspondait à la situation actuelle d'abord, fondamentalement, ce que je disais. Et, donc, c'est pas jamais. J'apporte une réponse, moi, fondamentalement, j'ai rejoint ER, justement, sur cette ligne, et l'aspect répressif, j'en ai complètement conscience pour voir ce qui peut arriver ou à d'autres, et même personnellement, même si je ne subis pas une répression de ce niveau, en tant qu'ex-gauchiste, par exemple, par rapport à mes ex-camarades, voilà, la situation est pas facile pour moi, j'ai perdu des amis, etc., etc. Donc, j'ai parfaitement conscience de ce que tu dis, mais moi, ma question, c'était comment, de manière limitée, on peut envisager de faire un travail militant adapté qui évite de nous exposer de manière trop violente, etc. En rapport d'ailleurs avec ce qu'on nous proposait ce matin, parce que ce matin, on a un camarade qui nous a proposé certaines formes d'action militante, et puis tu as l'air de répondre, il n'y a aucune action militante possible. Moi, excuse-moi, l'action, voilà, pour toi, action militante, ça veut dire action militante gauchiste, c'est-à-dire tracter, être sur les campus, etc. Parce que ER est une action militante, le site Égalité et Réconciliation est une action militante, fait document, c'est une action militante, le Grand Reset 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire ces vidéos montées avec de la post-prod, c'est de l'action militante. Je suis désolé, parce que pour toi, action militante, c'est action militante gauchiste, c'est-à-dire tractage, collage, des trucs typiquement, effectivement, de lycéens et de post-lycéens gauchistes qui sont autorisés et qui font partie du bain culturel, parce que c'est du bain culturel, du milieu du monde étudiant, lycéen étudiant. Eh ben, excuse-moi, moi je pense que ce militantisme-là, ce militantisme-là, c'est de la merde. La preuve, c'est qu'il n'a rien donné, parce que ce militantisme-là, il existe de façon
je veux dire, assez massive depuis les années 68, puisqu'en réalité, c'est une des stratégies du pouvoir, d'une certaine manière, ça s'appelle le libéralisme libertaire, de favoriser en fait ce militantisme lycéen, étudiant, manif, collage, dégradation d'ailleurs, hein, parce que c'est beaucoup de la dégradation, des bombages, etc. Moi, je pense que le bilan, il est totalement nul. Alors après, il y a aussi le truc, c'est que les jeunes, ils ont besoin de se réunir, de vivre des trucs un peu d'aventure, un peu excitants. Et ben, par exemple, cette université là, même si vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes quand même en haute altitude dans les Pyrénées, dans un endroit difficile d'accès. C'est du militantisme. Mais moi, je vous dis simplement, si toi, qui es passé de gauchiste à ER, et je t'en félicite, demain, tu dis tiens, on est quelques-uns à avoir la même sensibilité, on va aller tracter sur le campus. Tu viens de quelle ville? Parce que de quelle ville es-tu? En gros. De quoi? D'Annecy. Eh ben, tu vas te faire casser la gueule, voilà. Tu vas te faire casser la gueule. Moi, je vois les jeunes de l'Avarium. Les jeunes de l'Avarium, là, qui s'appelle l'Avarium, c'est un local, qui est estampillé d'extrême droite par l'opposition, mais en fait, c'est un local, on va dire, transcourant. Eh ben, je te garantis qu'ils se font systématiquement agresser, et ils ont la mairie contre eux, des agressions physiques. Il y en a un parce qu'il s'est défendu, qui vient de prendre de la prison ferme, etc. C'est-à-dire que, je pense que le problème des gens qui viennent du gauchisme, c'est qu'ils ont assimilé de manière, sans trop se poser la question, extrémisme politique et complaisance adolescente. C'est-à-dire complaisance du pouvoir pour cette adolescence. Genre, c'est la crise d'adolescence. Mais ça, parce qu'en réalité, c'est un peu la réalité. Mais dès que tu sors de la catégorie gauchiste, tu n'as absolument plus le droit de faire ce que tu avais le droit quand tu étais gauchiste en termes de militantisme. Là, tu te prends toutes les forces du pouvoir dans la gueule. C'est ça que je suis en train de te dire. Et moi, je ne veux pas vous proposer... moi, j'ai tracté devant les usines. Hein. Je l'ai fait même avec Marine Le Pen à l'époque à Hénin-Beaumont, tu vois. Et moi, je me suis retrouvé, par exemple, à Vénissieux, entouré par la CGT. Et la CGT, parce que quand on parle de CGT, je les ai sur la gueule depuis longtemps. Alors que je vous rappelle, pour ceux qui s'intéressent, qu'en 2002 encore, je signais à la fête de l'UMA, c'est-à-dire à la librairie de la fête de l'UMA, sous la tente, je signais Jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante, à la fête de l'UMA, c'est-à-dire validé par les jeunes de la CGT, hein, enfin les jeunes des jeunesses communistes, et j'avais à côté de moi Didier Deninx, hein, qui allait se plaindre qu'un mec comme moi pouvait signer à la fête de l'UMA. Hein, voilà. Donc à cette époque, c'était encore possible, mais le ménage a été fait. Pour tous les gens qui ont développé, je dirais, une idéologie critique de type transcourant, ou de troisième voie, parce qu'elle était rendue nécessaire par la réalité et l'obscénité de l'opposition politique de gauche, eh ben ces mecs-là, aujourd'hui, si je mets les pieds à la fête de l'UMA, je me fais massacrer physiquement, hein, voilà. Et toi, si tu dis ouais, je suis un ancien gauchiste, mais j'ai compris certaines limites du gauchisme, certaines contradictions, Soral, c'est quand même pas mal ce qu'il raconte, moi je suis AER, les gars, c'est sympa, et machin, tu vas te faire démonter la gueule, voilà, c'est tout. Et puis peut-être même derrière, si t'as un boulot, tu vas le perdre, si t'es en train de faire une formation professionnelle qui a à voir avec tes métiers de l'éducation, tu vas être mis sur une liste où plus jamais de ta vie tu ne pourras intégrer l'éducation nationale. On a des exemples militants chez nous. Je peux te donner des liens de gens à qui c'est arrivé. Hein. Et moi, je ne pousse pas les gens à foutre leur vie en l'air. Je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire de la formation, de la réinformation, et tout ça pour moi c'est militant. En ce moment-là, que je passe mon après-midi avec vous, alors que tu vois, je pars demain en vacances, c'est militant. Tu vois ce que je veux dire? C'est du militantisme. Le militantisme ne se réduit pas à aller avoir une petite banderole dans une manif téléguidée par le pouvoir sur le réchauffement climatique, parce qu'il faut voir sur quoi militent les gauchistes aujourd'hui. Hein. Ils sont contre Assad, ils sont pour l'impérialisme américano-israélien partout en réalité quand tu creuses bien, ils sont contre Trump donc pour Biden, ils sont pour que Floyd représente les Noirs, c'est-à-dire un délinquant, drogué, acteur porno, pourquoi pas violeur d'ailleurs, enfin il a toutes les casquettes, etc., etc. Donc voilà, je te dis, tu n'es pas encore sorti de ton tropisme gauchiste. Voilà, tu étais persuadé toi que on peut continuer à faire du gauchisme militant en pensant autre chose que le gauchisme. Ben, je te dis, c'est strictement interdit. Dieudonné, qui était un comique métis, antiraciste, lié à SOS Racisme, et qui avait milité politiquement à Dreux contre le Front National, il s'était même présenté contre Madame Stirbois. C'est important d'avoir de la culture quand on veut parler de politique. Hein.
eh ben, il a finalement été traité par ses anciens protecteurs de fils naturel d'Adolf Hitler, hein, parce que simplement il leur a tenu tête et il a fait le nègre marron, hein, il s'est échappé de la plantation, voilà. Et ça a été un parcours année après année, puisque moi mon compagnonnage avec lui commence en 2003. Ils sont en train de le tuer, tu vois, comme on martyrise un homme. 2003, 2013, 2023, ça fait 18 ans qu'il le travaille. Tu sais, comme on dit qu'on travaille un mec, tu vois. C'est-à-dire, on essaye de le détruire par tous les moyens, tu vois. 18 ans. Eh ben, toi, t'es AER depuis quelques mois, voilà. Eh ben, tu verras quand tu auras milité pour ce discours politique qui est censé être le nôtre, d'une assez complexe et qui essaye de défendre la question du bien dans la catégorie qui s'appelle le politique, puisque c'est ce qu'on essaye de faire, hein, d'essayer de maintenir la question du bien dans le politique, hein. Eh ben, tu verras ce que tu vas te prendre dans la gueule. Et quand tu verras un gamin arriver et te dire, finalement, tu fais pas grand chose, je t'ai pas vu dans les manifs, je t'ai pas vu coller, je t'ai pas vu tracter, tu lui diras, mon gars, eh ben, vas-y, fais-le, et puis tu vas voir que tu vas très très vite en revenir. Je vous garantis que du militantisme dur de terrain sur la ligne ER, vous avez pour quelques mois avant de quitter ER, hein, parce que malheureusement c'est ça qui se passe. Vous vous engagez très fort, vous rêvez très fort, vous agissez très fort, et vous explosez très vite. Voilà, c'est ça. L'idée à un moment donné aussi c'est ça, c'est qu'on essaye de rester en vie, on essaye d'échapper à l'interdiction, d'échapper à la prison, d'échapper à la ruine. N'oubliez pas que, par exemple, récemment, on nous a saisi 45 000 € sur le compte de la maison d'édition Contre-Culture et que on nous a condamnés pour avoir réédité des livres, certains livres, condamnés là à plus de 170 000 € de condamnation parce qu'on ose éditer certains livres. Voilà. Hein, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est non seulement une très très grande persécution, mais en plus qui est une persécution qui est habillée par le discours dominant comme quelque chose de tout à fait légitime et en fait d'assez doux. Hein. On dit qu'on se victimise. J'aime bien ça parce que les gens qui sont des professionnels historiques de la victimisation et dont la religion est une victimisation permanente, quand on ose faire remarquer ce qu'on prend dans la gueule, disent oui, c'est le vieux discours victimaire. Voilà, les victimaires, c'est nous. Donc voilà, d'une certaine manière, je vais te dire en tant qu'adulte responsable, en bloquant un peu ce militantisme dont tu rêves, je te protège. Voilà. Parce qu'après, tu risques de me le reprocher quand j'aurai foutu ta vie en l'air, tu vois. Et je ne veux pas foutre ta vie en l'air, voilà. Parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'en plus, c'est ça que je veux dire, hein, ça n'en vaut pas la peine. Je veux dire, regarde les gilets jaunes, ce qu'ils ont pris dans la gueule, ils n'ont rien obtenu. Ils se sont fait entièrement manipuler d'un côté par le jeune Branco et de l'autre par Fly Rider et diabolisés, je veux dire, de l'intérieur par les Black Blocs qui les ont rendus détestables aux petits commerçants, aux gens des centres-villes, etc. Ils se sont fait arracher des mains et des yeux et ils n'ont strictement rien obtenu. Alors que leur colère était éminemment légitime et j'étais éminemment en sympathie avec eux et j'aurais même rêvé de prendre la tête des gilets jaunes, hein. Mais voilà, j'y aurais laissé ma tête, quoi, voilà. Et comme je le dis, le combat n'est pas fini. Et moi, ce que je veux, c'est éveiller le maximum de gens pour leur donner des armes de combat le jour où le combat sera possible, d'une certaine manière. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, on peut dire, c'est un peu facile comme réponse, mais je crois qu'il n'y a rien de plus que ça. Hein. D'ailleurs, on a là notre ami Cerise ici même, que je vais prendre à témoin. Lui, sa ligne, ça a été très longtemps. Dans la stratégie du moins pire, on marche derrière Marine et on va à l'idée de prendre le pouvoir progressivement avec le Rassemblement national. Eh ben, c'est d'ailleurs une ligne qui vaut ce qu'elle vaut, mais je suis même pas sûr aujourd'hui qu'il la valide encore, hein, parce que le système est plus fort que ça, quoi. Hein, voilà. Et c'était une ligne assez douce, hein, d'une certaine manière, de militantisme, hein, puisque ça consistait à militer aussi. Et même ça. Il pourrait nous répondre d'ailleurs, notre camarade Cerise, puisqu'il est là. Est-ce qu'il est toujours sur cette ligne-là? Je me pose la question, moi. Voilà. En fait, en règle générale, je procède par élimination. Donc, en fait, bon, la perspective d'une révolution dans la rue, bon, j'ai testé un peu. Bon, mon école de la rue, ça a été les manifs anti-CPE en 2006. À l'époque, j'étais gauchiste, hein, comme on dit. Enfin, je veux dire, j'étais dans l'extrême gauche. Je suis allé au contact des forces de l'ordre. J'ai essayé de procéder à des lynchages de CRS. Non, mais sérieusement. Voilà, bon, j'ai bien vu que, en fait, et puis bon, par ailleurs, en fait, j'ai étudié le phénomène des révolutions colorées. Hein, c'est le phénomène des changements de régime par la rue. Hein, par, en fait, les révolutions.
en l'occurrence, qui sont en réalité des coups d'État maquillés en révolution spontanée. Donc, mon expérience concrète m'a montré que le différentiel entre, le révolutionnaire spontané et les forces de l'ordre était trop important. Et qu'il était rigoureusement impossible de renverser le régime, c'est-à-dire de faire une révolution sans un soutien de professionnels étrangers, pour le coup, parce que les révolutions colorées et les révolutions en général, c'est toujours ça. C'est toujours des putschs, c'est toujours des coups d'État avec une ingérence étrangère, une ingérence extérieure. Ça commence en 1789, on connaît le rôle de Londres. Il y avait aussi la bourgeoisie locale, enfin la bourgeoisie française, alliée à la finance locale ou à la finance de la City. Bref, les révolutions en fait ne sont possibles qu'avec des gros moyens. J'ai bien étudié le phénomène des révolutions en Ukraine, les deux révolutions colorées qui ont eu lieu à 10 ans d'intervalle, celle de 2004-2005 et celle de 2013-2014. À chaque fois, il y avait des manifestants payés. Donc, alors, bien évidemment, les manifestants spontanés, ça existe toujours, il y en a partout. Ensuite, il y avait les manifestants payés par les réseaux sociaux, mais des gens normaux, je dirais, qui étaient là encore. À chaque fois, c'était en hiver, donc on les voyait avec leurs anoraks, leurs bonnets, etc., et leurs pancartes, vive la liberté, ce genre de conneries. Et puis, en plus, en même temps, ils viennent pas, en fait, comme ils sont issus d'un pays communiste, en fait, ils n'ont pas trop ce réflexe-là, en réalité. Ça, c'est vraiment un truc de gauchiste, des pays capitalistes, en fait. Donc, ils n'étaient pas vraiment là-dedans. C'était, dans ce genre de symbole de point levé comme ça. C'est pas dans leur tradition, en fait. Mais c'est dans toutes les associations trotskistes. Les associations trotskistes, ils ont ce marqueur-là. Enfin, les marques Trotsky Soros, je veux dire, parce que ils ont beaucoup ce marqueur du symbole du petit point là. Tu le retrouves avec les deux drapeaux aussi. Les deux drapeaux rouge et noir là. Les deux drapeaux rouge et noir, c'est des marqueurs. Donc, en fait, je valide tout ce que tu dis. Tu valides à peu près ce que je dis. Ça s'appelle le passage à l'âge adulte. Ça s'appelle le passage à l'âge adulte de la politique. En général, vers 35 ans. Si tu n'as pas fait ce constat, tu t'appelles Besancenot. C'est-à-dire que il y a une autre manière d'évoluer dans le militantisme gauchiste, c'est de devenir un cadre et un professionnel de la chose, mais là, t'as basculé de l'autre côté. Il suffit de regarder Besancenot discuter avec Attali sur un plateau de télé, tout ça, vous le trouvez sur YouTube, en disant « C'est parfois moi qui, à vélo, à Neuilly, te livre ton abonnement à Rouge ». Donc là, il y a une connivence tellement énorme que voilà, on comprend qu'à un moment donné, le jeune qui a envie de s'engager, en général qui s'engage à gauche, parce que la culture est quand même le pousse à ça, et puis sa générosité, son humanisme, etc., soit il fait un petit parcours qui correspond à ses années d'étudiant, parce qu'une fois qu'il a passé son diplôme et qu'il a rencontré une gonzesse, c'est je cherche un boulot, ma gonzesse me dit calme-toi, arrête de faire le con. Souvent il y a un enfant qui arrive, de moins en moins et de plus en plus tard aujourd'hui, et il sort du militantisme. Moi je me rappelle que tout le problème des jeunesses communistes, qui étaient très très actives au niveau étudiant, c'est qu'il y avait très peu de conversion entre les jeunesses communistes et le parti communiste. Et souvent d'ailleurs les mecs des jeunesses communistes rentraient au parti socialiste. Pourquoi ? Parce que pour faire carrière, parce qu'il y avait de moins en moins de postes au Parti communiste, on était déjà à la fin des années 80. Donc en fait, le vrai problème, c'est que le jeune, c'est facile de le faire bouger, parce que en Afrique, on danse, on zouk, et puis là, on fait du militantisme politique sur les campus. C'est un peu la même chose, quoi. C'est de l'activité culturelle loisir qui dit pas son nom, avec une petite dimension de testostérone et de libido, parce que moi, mais les premiers lieux de drague que j'ai connus, c'était à la manif. J'allais aux manifs pour draguer. Et puis après, il y a eu le phénomène du night clubbing. On est passé avec Travolta de la manif à la boîte de nuit. Mais le but, c'était toujours pour l'ado d'essayer de choper de la meuf. Alors c'était un coup sur l'antifascisme, un coup sur la fièvre du samedi soir. Mais il n'y avait pas une grande différence. Faut être un peu modeste. Voilà. Et donc la question, effectivement, c'est de passer à l'âge adulte. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ER au début était beaucoup un mouvement de jeunes, et puis moi aussi, qui a un côté profondément vieux jeune, quoi. En fait, progressivement, je suis passé de force à l'âge adulte, et aujourd'hui, on a quand même une adultisation de R. On est de plus en plus un mouvement d'adultes. Et c'est pour ça aussi que on est de moins en moins militant au sens gauchiste, parce que quand on a 45 ans, qu'on fait un boulot, qu'on est impliqué dans la vie active, qu'on a une femme, qu'on a des gosses, on va moins spontanément faire le coup
couillon dans la rue, quoi, ou prendre des risques à coller. Moi, j'ai fait du collage d'affiches. Je vais vous le dire pour vous dire le parcours. J'ai collé en 1980 pour Mitterrand. J'ai collé. Je me suis proposé pour coller parce que l'alternative, enfin la gauche au pouvoir. Et on s'est fait démonter la gueule par des voyous d'extrême droite qui étaient payés par Giscard, parce qu'à l'époque, la droite giscardienne, elle payait tout simplement des voyous, c'est-à-dire des Hells Angels, des mecs comme ça, des mecs de Motor Club, là, des types qui ont le profil de Serge Ayoub, parce qu'en fait c'était la guerre du collage. Vous savez, vous collez puis le mec recolle par-dessus. Par derrière vous, ça, est-ce que vous avez la culture du collage avec le balai, le seau, la colle avec la poudre, et le fait que quand vous passez derrière un mec qui vient de coller, comme la colle est fraîche, vous pouvez directement coller votre affiche sur sa colle à lui, et que c'est la guerre toute la nuit. Vous faites un parcours avec une bagnole de location ou une bagnole prêtée par un pote qui vous la prête qu'une fois parce qu'à un moment donné vous la faites casser la bagnole par les contre-colleurs. Et donc en fait c'est le jeu du collage. Donc t'as les colleurs du FN, les colleurs du PC et les colleurs du PS et les colleurs de la droite. Alors les colleurs de la droite et du PS, c'est des professionnels qu'on paye. Les colleurs du FN, c'est des militants durs, c'est des prolos passés au FN, en général qui ont des physiques à la CGT. Et les colleurs du PC, c'est aussi des mecs qui ont le physique à la CGT, mais qui sont pas encore passés au FN. Donc, et ça, c'est la vraie société. Ça pourrait donner un petit film comique, un court-métrage. Et c'est toute la nuit, avec des bagnoles, vous tournez sur un parcours, et vous collez sur les mecs qui ont collé, et celui qui a gagné, c'est au petit matin, le dernier qui a recollé sur le mec d'avant. Voilà. Et évidemment, il y a des embuscades où le truc c'est de te piquer ton matériel, te casser ton balai, te le casser sur la gueule, de t'envoyer le seau de colle sur le pare-brise de ta bagnole, et si tu fais l'erreur de mettre les essuie-glaces, c'est foutu. Donc moi cette culture je l'ai. Qui l'a cette culture du collage de rue, du collage d'affiches? Vous avez fait ça dans votre vie? Bon, vous voyez de quoi je parle? Il y en a un qui veut témoigner sur le côté grotesque de tout ça. Alors ça fait des souvenirs, parce qu'après on boit des coups, et on a l'impression qu'on a fait la guerre, évidemment, et on est un peu héroïque, et on peut raconter la baston, en général en surévaluant la baston, en en rajoutant un peu. Le pote qui s'est fait casser sa bagnole, il fait la gueule, parce que qui va lui aider à réparer sa bagnole? En général c'est une R5 de merde. Et puis on a passé la nuit, le lendemain faut aller bosser, et puis on rentre dégueulasse, parce qu'on s'est fait un peu péter la gueule, et on s'est pris de la colle et des coups de manche à balai, et la gonzesse, quand t'arrives chez toi, ta gonzesse te dit espèce de connard, comment je vais avoir tes fringues, et tu embauches dans 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça la réalité. Cette réalité-là, vous la vivez soit de 20 à 25 ans quand vous êtes un diandian. Les militants Front National, j'ai vu des mecs qui faisaient encore ça à 60 balais, je leur tire mon chapeau. C'est des mecs qui y croient, c'est des mecs qui ont la haine au corps aussi parce que ils ont été coincés en banlieue et ils ont vu la déferlante immigrée leur tomber sur la gueule avec les jeunes mal élevés et ils sont fous furieux et ils ont besoin de ça pour exulter. Puis il y a aussi des mecs qui sont des balèzes et qui ont le souvenir de la baston et qui aiment bien la baston parce que c'est beaucoup ça. Quand vous rencontrez Terzic raconter ses souvenirs de vilipender du PS, Terzic il a même reconnu que c'est Julien Drey qui le payait. Et en fait c'est que des histoires de baston entre cogneurs d'extrême gauche, cogneurs d'extrême droite. Enfin je veux dire quand on a un cerveau, une compréhension du réel et une certaine même je dirais vision de soi-même. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de réduire sa vie militante, politique et intellectuelle à aller se péter la gueule et se faire péter la gueule par des connards du même acabit qui sont les mêmes que vous, en effet miroir. C'est Terzic face à Ayoub. Voilà, ça se réduit à ça. Je suis désolé. Mais moi, je prétends quand même avoir écrit quelques bouquins sérieux et pouvoir proposer un peu mieux que ça. Et sinon, je vous dis, les offres concurrentes, elles existent toujours. Si vous aimez casser du mobilier urbain, vous pouvez rejoindre les Black Blocs et vous verrez quand même que, comme l'ont dit des officiers de police courageux, alors que les RG, même si les RG ont été flingués par Sarkozy, ont quand même parfaitement les moyens d'identifier tous les Black Blocs et de les empêcher de nuire préalablement, il suffit de venir les choper avant qu'ils y aillent, on les a laissés systématiquement faire dans toute l'Europe pour saccager, comment dirais-je, rendre certains mouvements sociaux antipathiques à la classe moyenne et notamment aux commerçants, et puis avoir des images déplorables de cassage de centre-ville où les mecs se croient des révolutionnaires parce qu'ils sont allés casser un McDonald's, quoi. Ce qui quand même fait perdre son boulot à Vincent Lapierre, voilà, qui a été quand même manager de McDonald's pendant 5 ans. Voilà. Donc voilà, ER, on propose de la culture adulte pour adultes, voilà. Et donc pour les mecs qui sont encore un peu dans l'adolescence, on vous aide à passer à l'âge adulte. Voilà. Et je vous dis, Cerise, voilà, vient de compléter le tableau, quoi. C'est malheureusement
le constat inéluctable qu'on fait. Et je vous dis, si vous voulez faire carrière, par contre, à la Besancenot, eh ben, pour ça, effectivement, faut passer de mouvement trotskiste lycéen étudiant. Vous pouvez monter en grade et à la fin, vous pouvez avoir un poste d'attaché parlementaire au PS. Même, d'ailleurs, le PS est foutu aussi. Même cette vieille filière, la droite-gauche, attaché parlementaire, etc., qui passait par les mouvements de jeunesse étudiante unis, une FID, je sais pas quoi, machin, etc. Même tout ça, c'est un peu en fin de parcours, hein, voilà. Parce que même les mouvements traditionnels qui avaient des militants ne veulent plus de militants. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et un militant, je vous le dis aussi, c'est un emmerdeur. C'est un type qui est là physiquement pour vous occuper de lui. Et c'est un peu comme un mec qui a pris un abonnement à une salle de sport ou qui s'est inscrit au centre aéré. Il dit qu'est-ce qu'on fait là, j'en ai marre, vous m'avez proposé que du foot et du volley, y a pas un ciné-club, etc. Moi j'ai remarqué quand même que le militant physique jeune, ce qu'il veut c'est qu'on s'occupe de lui. Et en général il s'emmerde et il fait la gueule quand vous vous occupez pas assez de lui. Et puis dès que vous lui posez d'ailleurs quelque chose d'un peu chiant, d'un peu sérieux, eh ben il se barre parce qu'il veut pas faire ça, lui veut faire ce qu'il a envie de faire, voilà. Et donc tout ça, nous on l'a vécu à ER, hein. On a eu des locaux, on a fait des réunions. À une époque, je venais tous les dimanches au local de Saint-Denis, et c'est à Saint-Denis, hein, au Fort de la Briche. Hein. C'est marqué comme endroit. Et je donnais même un cours de boxe française après dans les locaux désaffectés pour ceux qui regardent les vidéos. Je me tapais tous les dimanches la réunion de on va dire de cellules d'une certaine manière et le cours de sport après. Hein. Et j'avais déjà je devais déjà avoir 50 balais, hein, voilà. Et voilà, bon et je dis même pas d'ailleurs que je le ferai plus parce que j'aime bien ça quelque part. Ça me permet de rester jeune et puis j'ai ça dans le sang. Mais de là à penser que ça va donner la révolution et la prise du pouvoir, non. En fait, ça veut dire c'est de l'animation. Et l'animation, c'est bien. D'ailleurs, vous êtes là aussi pour, d'une certaine manière, pour prendre des vacances, vivre une expérience différente que le Club Med, hein, être au grand air, ramener des souvenirs, voir rencontrer l'amour. Enfin voilà, tout ça est là. Mais c'est ça qu'il faut admettre. Je veux dire quelque part un peu de modestie. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et là, je rappelle quand même que Égalité et Réconciliation est un mouvement autonome et autofinancé. Ça, je vous le jure sur la tête de ma fille, on n'a pas d'aide extérieure. Et donc, on bricole. Hein. Je connais des gens, moi, qui touchent de l'argent d'aide extérieure pour ce qui leur facilite la vie. Et je vous ferai remarquer à travers l'histoire de la nouvelle librairie que moi, j'ai refusé ça. Et on me l'a proposé une fois et même deux fois. Une fois directement par Goldnadel et une deuxième fois indirectement par l'histoire de la nouvelle librairie, pour ceux qui se sont intéressés à la nouvelle librairie. C'est pareil, la librairie qu'on a montée, c'est de l'action militante. Avoir une librairie à Paris qui organise des signatures et qui permet de vendre des livres d'une maison d'édition qu'on a montée nous-mêmes, tout ça, c'est moi qui l'ai fait avec mes camarades et ce n'est que du militantisme et du militantisme, à mon avis, efficace, hein, puisque ça permet de pas se faire péter la gueule, ça permet de diffuser des idées, ça permet des rencontres, ça permet aussi de faire rentrer un peu de pognon. Et ben même ça, on a essayé de me racheter pour m'amener sur la voie de garage de la nouvelle librairie. Et j'ai refusé la nouvelle librairie. C'était Ring, c'était Élément, hein, et derrière et au-dessus c'était Goldnadel et d'autres gens donc je ne citerai pas ici parce que j'ai des comptes à régler avec eux. Mais voilà, donc en permanence on essaie de détruire notre indépendance en nous corrompant, c'est-à-dire en disant on va vous donner de l'argent pour développer votre truc, mais développer mon truc, c'est développer mon truc au service de. Hein, alors que là, au moins, je dirais, on roule pour personne. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire, on sait même plus pourquoi on roule d'une certaine manière. On roule pour le plaisir de comprendre et d'avoir, je dirais, la compréhension la plus fine des choses. Mais l'idée même d'action de prise du pouvoir, je vous dis d'une certaine manière, je suis devenu presque traditionnaliste politiquement. Je n'y crois même pas. Je suis presque sur la ligne de Pierre Hillard. À un moment donné, les choses vont s'accomplir, hein, voilà. Et on sera là et on agira. Mais quelque part, c'est parce qu'on sera pris dans un destin mondial, une destinée mondiale qui a presque une dimension religieuse pour moi. Hein, voilà. Mais franchement, honnêtement. Je pense pas qu'on puisse faire mieux et plus que ce qu'on fait. Et pour faire mieux et plus, il faut simplement un peu plus d'argent, parce que l'argent permet de payer des gens compétents et de les mettre à des postes précis et techniques. Et nous, notre limite dans le développement et donc dans le militantisme, je dirais, c'est pas de coller, d'aller voir les facs, les campus, etc. C'est d'arriver à financer la création de quelques postes supplémentaires techniques dans notre organisation. Poste de monteur vidéo, poste qui permet par exemple à un moment donné d'avoir un local qu'on peut plus avoir, etc.
bien que même les locaux, c'est très difficile, parce qu'à un moment donné, il faut prendre un bail, il faut donc créer une association écran. Au bout d'un moment, on repère qu'il y a des gens qui viennent dans le local, la police quand même travaille, les infiltrés. N'oubliez pas les infiltrés. Il y en a peut-être un d'ailleurs ici. Hein. Et qu'au bout d'un moment, ça consiste à se faire agresser, menacer. C'est-à-dire, il y a des tags bombés sur le mur, il y a des agressions. Et puis à un moment donné, il y a les journalistes qui viennent pour faire un article dans Street Press, par exemple, pour dire les vilains fachos se réunissent ici, par exemple. Et puis à la fin, vous avez la mairie de Paris qui vous tombe dessus aussi et qui vous ferme. Voilà, comme l'exemple de l'épopée de la main d'or est parfaitement emblématique de tout ça. Hein. Dieudonné, à la fin, on lui a piqué son théâtre. Hein. Et on l'a foutu dehors. Hein. Voilà. Donc, je suis d'accord pour déplorer que j'aimerais qu'on fasse plus que ce qu'on fait même là, ici, là, le petit groupe qu'on est dans cet endroit. Mais malheureusement, c'est la guerre. On est réellement des opposants, c'est-à-dire qu'on est stipendié par aucune force qui ferait de nous des Goldstein hein, ou de l'opposition contrôlée. Et donc, on en paye le prix. Hein, c'est-à-dire que voilà, on a des petits moyens. Et je pense que ce qu'on fait n'est pas si mal compte tenu de nos petits moyens. Et ce dont on a besoin, je vous dis, c'est pas de militants de terrain, ça ne veut rien dire, c'est de cadres formés à des postes précis. Là, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je rejoins Cerise, et puis ça rejoint ma culture, sur l'opposition entre la conception léniniste, avec ce qu'on appelle les révolutionnaires professionnels formés, et le spontanéisme spartakiste de Rosa Luxembourg. Le spontanéisme spartakiste, ça donne la liquidation et l'assassinat. Les révolutionnaires professionnels formés et payés effectivement et utilisés par l'étranger, à l'époque c'est le lien avec les services allemands et la théorie du deuxième front, ça peut donner la prise du pouvoir avec un petit groupe de gens professionnels, formés, comment dirais-je, et surtout qui sont tous sauf des idéalistes hein, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont quand même d'un très grand pragmatisme et d'une très grande méchanceté politique. C'est aussi des tueurs, faut pas oublier ça. Hein. Je l'ai dit souvent, la politique, c'est le lieu de la violence et de la peur. Hein. Tout le reste, c'est de l'habillage. En fait, la catégorie fondamentale de la politique, c'est la peur et la violence. Quand vous prenez le pouvoir sur l'armée et la police. Et avec ça, vous comment dirais-je, vous punissez vos ennemis. Hein. Enfin, justice, police, armée, quoi. Voilà. Donc ça aussi, je vous dis, devenir adulte politiquement, c'est comprendre tout ça. Hein. Voilà. On va passer à la suite, si vous voulez. Oui. Est-ce que je peux te proposer une petite pause? Ou bien 5-10 minutes? Ouais. Moi, je suis comme Castro. Hein. Moi, je peux parler 8 heures. Hein. La force du leader politique, c'est de pouvoir parler 8 heures de suite. Hein. Personne ne peut me concurrencer à ce niveau-là. Mais si on n'est pas capable de ça, on n'est pas un leader politique. Regardez Castro, regardez Lénine, regardez les grands leaders politiques, les mecs qui peuvent tenir le crachoir pendant des heures. Il y a une dimension physique hein, dans la politique. Hein. Faut pas oublier. Hein. Le Pen aussi d'ailleurs. Ouais, ils sont jeunes, ils commencent à fatiguer. À la récréation. Si je veux l'expliciter tout de suite, comme ça vous n'êtes pas venu pour rien, parce que ce sera dans mon prochain livre à sortir dans longtemps, je pense que à partir d'un certain niveau de contradiction flagrante, le contrôle des esprits par la domination médiatique ne peut plus aller au-delà d'une certaine limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un instinct du bon sens, on peut pas vous pousser à vous suicider ou à tuer vos enfants. Donc ça veut dire que le contrôle des esprits par la communauté dominante a compris qu'elle était arrivée à son maximum, malgré l'immigration, l'abrutissement, le jeunisme, le féminisme, tout ce que j'ai décrit. Et donc quand on veut continuer à soumettre les gens au-delà de la capacité de les contrôler par l'esprit, à quelle étape faut-il passer? C'est une question que je pose, si vous suivez. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du contrôle des esprits? Le contrôle des cœurs. Le contrôle des corps, la picouse, le vaccin. C'est que même si votre cerveau est capable de résister, c'est votre corps qui s'effondre. C'est votre corps dont on prend le contrôle. Quand on sait, parce qu'on est intelligent, que le cerveau, on pourra pas aller au-delà de la limite, de cette limite de manipulation, tellement le sens est inversé. Parce que je vous dis, on peut pas pousser les gens à croire qu'il fait jour quand il fait nuit. Il y a un moment donné, il suffit de mettre le nez à la fenêtre. Il faut passer du contrôle des esprits, et on est totalement dans le contrôle des esprits. Hein. Il faut passer à l'étape suivante, qui est le contrôle des corps. Et ça s'appelle la vaccination obligatoire pour tous, qui est la prise du contrôle des corps. Parce que si même moi, à un moment donné, je suis capable de résister par mon intelligence, si j'ai la picouse, il est possible à un moment donné que je ferme ma gueule, voire même que je dégage. Hein.
Parce que bon, en plus, il y a un projet génocidaire derrière, qu'on retrouve dans les discours d'Attali, comment 15 millions de gens peuvent contrôler 7 milliards de gens. Soit il faut faciliter les conversions pour passer de 15 millions à 200 millions, soit il faut réduire la population mondiale de 7 milliards à 1 milliard. C'est dans une conférence de Attali, hein. Voilà. Donc, moi, je connecte les choses, hein. Voilà, je pratique la raison, hein. Voilà. Pareil, Bill Gates a deux marottes. Par exemple, ça c'est pour répondre aux cons comme Vincent Lapierre ou aux salopards comme il s'appelle, comme le Enthoven. Bill Gates a deux marottes et il a les moyens de ces marottes. Il a la limitation drastique de la population mondiale et la vaccination obligatoire. Or, c'est contradictoire en apparence, puisque quand on vaccine les gens, c'est pour augmenter leur durée de vie. C'est pour pas qu'ils meurent. Ça sert à ça, vacciner les pauvres et le tiers-monde. Donc comment vous pouvez articuler les deux marottes de Bill Gates qui veut d'un côté réduire la population mondiale et de l'autre côté vacciner tout le monde? À un moment donné, la causalité s'impose d'elle-même, hein. C'est que la vaccination est le moyen de la réduction de la population. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Sur le terrain de l'argumentaire sérieux. Quelle réponse y a-t-il à ça? Qu'est-ce que Vincent Lapierre, qui est un crétin, c'est-à-dire avant il profitait de mon cerveau, maintenant il est victime du cerveau de Bricmont. Qu'est-ce que Vincent Lapierre, qui est un crétin, peut répondre à ça? Qu'est-ce que, comment il s'appelle, Enthoven, philosophe là, de mon cul, peut répondre à ça? Ils peuvent pas répondre. Voilà, Bill Gates a deux marottes, là où il investit quand même du pognon. C'est pas des activités de loisirs, hein. Vaccination obligatoire, réduction de la population mondiale. Comment ces deux marottes s'articulent-elles, hein? Voilà. Voilà. Là, ça, c'est du sens, c'est du bon sens, c'est massif, c'est carré, vous voyez. Si quelqu'un a quelque chose à argumenter contre, qu'il parle tout de suite ou qu'il se taise à jamais, hein? Voilà. Bravo. Voilà. Donc voilà, j'ai bien répondu, hein. J'ai bien répondu. Dans toute cette complicité, la question était très bonne. La seule constante que j'ai observée, c'est que la lente montée au pinacle, par la gauche, par la droite, par tous les moyens, tout fait comme ça là, mais eux ils font comme ça, ils montent. Et on est très près du sommet là. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la pyramide avec le petit œil en haut, ils sont très 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 près d'accéder au dernier étage qui est séparé du reste. Vous avez vu comment c'est, hein? La pyramide oligarchique, hein. Vous avez des étages avec la base très large, ça s'affine étape par étape comme si c'était des sas, et le dernier triangle avec l'œil est séparé du reste, vous avez vu? C'est-à-dire qu'il y a un saut qualitatif infaisable. Le dernier étage, vous pouvez pas y accéder par une lente montée hiérarchique. Il y a une coupure radicale, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut c'est de naissance, si je reprends les catégories traditionnelles, ça peut pas s'acquérir par le mérite. À mon avis, c'est de naissance. Voilà. Si je veux analyser, c'est de l'analyse de symboles, hein. Voilà. Tout fait assez sens, hein, quand on veut, hein. Alors que dans l'autre sens, ça fait pas sens. Dans l'autre sens, ça aussi, c'est un truc important. Ceux qui veulent pas être dans notre complotisme, qui pourrait être considéré comme une paranoïa, oui, de toute façon, il y a toujours le côté, comment dirais-je, globalisant, a toujours un petit côté paranoïaque. Il faut être peut-être un peu paranoïaque pour être globalisant. Mais ce qui est sûr, c'est que notre interprétation des choses est relativement cohérente. On leur reproche d'ailleurs d'être trop cohérente, hein. C'est ça l'argument de l'ennemi, c'est l'argument de l'irréfutabilité de Carnap, je crois, qui n'a de valeur qu'en sciences exactes, qui ne vaut rien en sciences molles. Ça vaut rien en sociologie. Ça, c'est encore des escroqueries. L'irréfutabilité, c'est-à-dire que votre système est faux parce qu'il est trop parfait. C'est comme ça qu'on critique les complotistes, et c'est la critique qu'on nous impose. Mais en face, eux, ils sont dans l'absurde, c'est-à-dire le monde n'a pas de sens, le monde est devenu trop compliqué pour qu'il y ait une intelligence capable de le piloter, donc il y a que des décisions contradictoires et aberrantes, hein. C'est-à-dire, c'est le livre qu'a écrit le professeur qu'on aimait bien d'ailleurs, qu'ils ont viré, hein, ils l'ont fait disparaître, qui dit y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, vous voyez? Lui, il est obligé de présenter ça alors qu'il a tout compris comme un énorme, c'est un anti-système, quoi. C'est-à-dire que tout est erroné. En réalité, c'est impossible de ne faire que des erreurs quand on pilote quelque chose. On peut faire certaines erreurs, mais on peut pas faire que des erreurs. Alors peut-être que tout ne peut pas s'expliquer par un système d'analyse. Il y a aussi du hasard, de la contradiction interne, de l'aléa. Ça, j'admets tout à fait, hein. De temps en temps, il y a un mec qui peut s'opposer au narratif Covid. Mais globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'alors que normalement ça devrait être 50-50 sur un sujet complètement annexe, eh ben on voit que le rapport est 90-10 dans la communauté. 90 pour la vaccination de force et 10 et encore les 10, je sais pas si je les ai trouvés, hein. Je crois que j'ai trouvé un mec une fois.
Mais sinon, il y a le professeur Perron, effectivement, qui écrit « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» 2 tomes. Hein. En fait, non, ils n'ont pas commis d'erreur. C'est-à-dire que entre l'idée que les complotistes ont une lecture trop cohérente d'un monde et d'une marche du monde, et que c'est cette trop grande cohérence qui fait que c'est pas crédible parce que ce sont des paranoïaques et donc aucun système ne peut être aussi cohérent. Et ça, c'est la théorie de l'irréfutabilité. Là, je sais pas. Je pense qu'en épistémologie, notre camarade Cerise connaît un peu le sujet, non? Hein? Ce critère de Carnap appliqué aux sciences molles, qui est une escroquerie, ça peut être un sujet de discussion. Mais par contre, de l'autre côté, en fait, on n'est que sur le monde, c'est le chaos, quoi. On a des élites. Par exemple, c'est Gave qui dit que, par exemple, que Macron est bête. Moi, je pense que Gave est beaucoup plus bête que Macron, en réalité. Hein. Puis de toute façon, Macron, c'est pas Macron. Macron, c'est un être collectif. Hein. C'est un lecteur de prompteur. C'est une speakerine. Donc, penser par exemple que le pouvoir est bête, que Macron est bête, ou que par exemple les élites américaines seraient bêtes. Voilà, il faut être incroyablement bête pour penser que des gens qui sont à la tête de l'oligarchie mondiale et qui pilotent le nouvel ordre mondial soient bêtes. On peut dire que ce sont des monstres, que c'est des salauds, que tout ce que vous voulez. Ils peuvent être décadents, satanistes, tout ce que vous voulez, mais ils sont tous sauf bêtes. Hein, voilà. Et puis surtout, même si individuellement ils peuvent être un peu bêtes, en tant qu'être collectif, puisque c'est des êtres collectifs, hein, le CFR, Bilderberg, le CRIF, le SIEC, c'est des êtres collectifs. En tant qu'être collectif, ils sont tous sauf bêtes. Pareil, la communauté organisée, moi je connais aucun juif individuel qui soit aussi intelligent que moi. Hein. J'ai discuté avec Axel Kahn, j'étais époustouflé de sa connerie. Hein. Et puis surtout, au niveau scientifique, c'était un abruti. Hein. Voilà. Enfin, de toute façon, on sait que tous les mecs qui ont été à la tête de la Ligue contre le cancer, rappelez-vous Rosemary, c'est des escrocs pour piquer du pognon. Hein. C'est voilà. Puis le reste, c'est du tam-tam, c'est le tam-tam dont parlait Céline. Hein. C'est comme j'ai étudié la complexité, l'épistémologie complexe d'Edgar Morin, parce qu'en plus je me suis fadé son œuvre. Hein. C'était de l'esbrouf, de l'escroquerie, c'est du bidon. Et je peux vous dire que le mec qui a le mieux expliqué que c'était de la merde, c'est René Thom. Et là, si vous voulez comprendre l'esbrouf d'Edgar Morin en épistémologie, vous étudiez René Thom. René Thom, c'est le grand épistémologue français. Mais le mec, il est médaille Field en mathématiques, et puis comme par hasard, c'est un goy dont vous avez jamais entendu parler. Et l'autre, c'est le mec qui, à un moment donné, Macron a découvert l'épistémologie complexe à travers Edgar Morin. On est sûr que là, c'est du très haut niveau, quoi. Voilà. Et ça fait encore partie du truc. Hein. Voilà. René Thom a disparu et Edgar Morin est en avant. E égale MC2, c'est Poincaré, mais il y a des t-shirts avec marqué E égale MC2 avec la gueule de Einstein tirant la langue. En plus, c'est toujours marrant hein, de nous montrer cette gestion comme ça. Symbolique pour les masses, hein, voilà. Et là, on avait Axel Kahn. Vous avez vu Axel Kahn, ce qu'on nous a fait sur Axel Kahn quand il est mort. J'espère qu'il est mort du vaccin d'ailleurs. Le mec, c'est rien du tout, quoi. C'est strictement rien, que dalle, tu vois. Dans l'histoire de la recherche, l'histoire de la pensée, l'histoire de la médecine, c'est absolument que dalle. Voilà. Et ça, je le vérifie à peu près partout. Hein. Voilà. Donc la réponse aussi, elle est là. Oui, c'est que nous, on nous reproche notre trop grande cohérence et on veut nous faire croire que le monde enfin surtout la gestion du monde, le pilotage du monde est incohérence. Mais après, on nous explique quand même que le système libéral est un système de gestion efficace, alors que ce sont tous des libéraux. Donc il y a des contradictions hyper évidentes, hein, faciles à démontrer dans tout ça. Hein. Si le monde est un chaos et que nos dirigeants ne sont pas des sadiques, des complotistes, mais simplement des gens qui maîtrisent pas bien un monde trop complexe, à ce moment-là, ça veut dire que le libéralisme est une faillite. Hein. Voilà, et que peut-être que Xi Jinping maîtrise mieux la gestion de la Chine que nos élites ne maîtrisent la gestion de l'Occident postmoderne. Voilà. Donc, je vous dis, en réalité, c'est pas pour rien que la réponse qu'on nous fait, c'est l'anathème, la persécution fiscale, l'agression physique, et puis en dernière instance, l'incarcération. C'est qu'en fait, l'ennemi n'a rien à nous répondre. Hein. Leur niveau d'argumentation est très très faible. Et c'est pour ça que je vous dis que de toute façon, ils le savent eux-mêmes. Et je vous dis, le stade d'après l'impossibilité d'aller au-delà du contrôle des esprits, puisqu'à un moment donné, ça, voilà, trop de contradictions, c'est trop, quoi. Et ben, c'est la prise du contrôle des corps. Et c'est là-dessus que je dois finir pour répondre à la question. L'histoire du Covid et de la vaccination obligatoire, et le Covid a été inventé pour justifier la vaccination obligatoire, et chronologiquement, vous pouvez le vérifier, la vaccination obligatoire existe avant le Covid. C'est aussi la preuve. La saine hiérarchie temporelle et causale est la preuve de l'arnaque. C'est que normalement, un vaccin ne précède pas un virus. Il lui succède. Or là, dans l'histoire, si vous regardez bien, c'était prévu avant.
Hein, voilà. Et je vous dis, l'objet de la vaccination, c'est la prise du contrôle des corps par une élite qui savent qu'ils sont arrivés au maximum de possibilités du contrôle des esprits, avec tout leur argent, la manière dont ils ont acheté tous les médias, la manière dont ils ont réduit au silence tous les opposants, etc. Ils savent qu'ils arrivent à une limite, je dirais, anthropologique, hein, qui est la limite du bon sens, et du bon sens, comment dirais-je, entraînant la question de la survie. Je veux dire, on peut pas, quand même, à un moment donné, vous obliger vous faire croire que vous pouvez vous jeter par la fenêtre pour votre bien, quoi, voilà, ou tuer vos gosses, parce que c'est à peu près ça que ça, voilà. Et là, à un moment donné, il faut, c'était aussi le sujet du MK Ultra qui est intéressant, c'est à un moment donné, c'est pas vous qui décidez, l'ordre, la décision est dans votre corps, enfin, je veux dire, elle est téléguidée à distance, hein, voilà. Donc ça peut être la création de la maladie, création de la mort, fragilisation totale et réduit à l'état de légumes, ce qui coûte d'ailleurs peut-être moins cher, faire crever, enfin c'est tout ça. Et je pense que l'enjeu actuel c'est celui-là et que toutes les autres questions sont éminemment secondaires. Hein. La vraie question c'est la dictature terminale qui est en train de se mettre en place par un changement de paradigme violent dont un des marqueurs est la démondialisation, hein. C'est la première fois que nos élites nous disent qu'il faut fermer les frontières, alors qu'avant, quiconque disait qu'il fallait fermer les frontières était considéré comme un abruti d'extrême droite. Là, on s'est trouvé le moyen de toutes les fermer. Hein, c'est assez intéressant. Et aussi, on est sorti on est sorti même de toute tentative de nous expliquer les fadaises libérales, de nous parler de notre système au nom de la liberté. En fait, on est en train de, on a admis que la liberté c'était le danger, c'était la prophylaxie, quoi. En gros, hein, on a changé de monde là. Hein, voilà, c'est ça qui est intéressant. On a changé de monde et les gens qui pilotent ce changement de monde sont assez marqués communautairement aussi, hein, je le fais remarquer. Voilà. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui et de demain. Hein. Tout le reste est assez secondaire. Hein. Et puis ça va être. Est-ce qu'à un moment donné, c'est la phrase là, la phrase. Le sujet, c'est qui, le fameux qui, voilà. Hein. Maintenant, on a à peu près compris le ça, le comment. Mais à un moment donné, le saut qualitatif politique qui s'opérera ou pas, ça sera le moment du qui. Le moment où le peuple, au bout du bout de ce qui est supportable, osera dire qui. Hein, voilà. Et moi je vois que ça comme avenir politique. Et sinon, ça sera effectivement la dictature vaccinale jusqu'au bout. C'est-à-dire la zombification, c'est-à-dire un truc... un projet qu'on appelle dystopique là, qui nous fait prendre les pires films de science-fiction dystopique pour de la rigolade, hein. Parce que dans aucun film de science-fiction récent qui va quand même assez loin dans un monde noir qui est pas du tout le progrès égale le bonheur, on a quand même ce truc du masque, hein, là, qui est quand même du masque obligatoire, c'est-à-dire qu'on voit plus votre visage, qu'on vous fait régurgiter vos propres bactéries. Je veux dire, c'est d'une violence symbolique et physique et sociale. Et le confinement, enfermé chez soi, interdiction de fêter l'anniversaire avec sa famille, d'embrasser ses grands-parents. Je sais pas si vous voyez, quand on se moque de la dictature chinoise, ce qu'on nous a imposé au nom du narratif Covid depuis un peu plus d'1 an, là. Ça serait fait en Corée du Nord, vous voyez. Imaginons que ça serait fait en Corée du Nord, on nous dirait que ça justifierait qu'on leur balance la bombe atomique sur la gueule. Hein. Et ça s'est fait chez nous, hein, et en douceur, et en plus avec l'adhésion quand même d'une bonne partie de la population. Hein. C'est ça. Voilà. Mais je vous dis, pour l'instant, ils ont adhéré au narratif qui leur disent qu'il va falloir se vacciner. On pousse les gens à se vacciner volontairement, ce qui veut peut-être dire qu'ils n'ont pas le droit de la vaccination obligatoire. Je crois qu'il y a un vrai problème de droit et de droit international. Mais par contre, par tous les moyens, pousser les gens à accepter la vaccination pour retourner à la vie normale, pour partir en vacances, aller au restaurant, au cinéma, c'est quand même ce sur quoi ils travaillent. Hein. Ils travaillent sur l'acceptation de force. C'est marrant, acceptation de force, c'est assez subtil. Acceptation de force de la vaccination. En disant, d'ailleurs, si vous le faites pas de vous-même, on sera obligé de vous forcer. C'est assez marrant, on sera obligé de vous imposer. Mais c'est ça le sujet politique aujourd'hui. C'est la vaccination obligatoire pour tous, et qui n'est pas une vaccination, bien évidemment. Et là, effectivement, comme si on revient à la première question, on voit que Poutine est en train de s'y soumettre, que Raoult est en train de s'y soumettre, ce qui veut dire que c'est d'une violence encore plus extrême que ce qu'on avait identifié. Hein, voilà. Alors, on a une question pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Monsieur Soral, pour vous, qui est Jésus?
Eh ben, si pour ceux qui ont lu Comprendre l'époque, mon dernier livre, il y en a qui l'ont lu ici? Oui, Eh ben, j'explique comment on peut considérer Jésus sans même être religieux. C'est-à-dire, là, je l'explique de manière hegeliano-marxiste pratiquement, hein, comment je valide Jésus. Hein. Je l'ai expliqué dans le livre. Donc, j'ai dit que Jésus, c'est à la fois le premier personnage qui nous a proposé ce qu'on appelle un système-monde, c'est-à-dire quelque chose qui est universel, hein, et qui part d'ailleurs d'une inversion une double inversion hegelienne, ce qui est très intéressant. C'est inverser la polarité du judaïsme, qui est quand même un truc élitiste et racial, et en inversant le judaïsme, en faire un truc universel et d'amour, alors que le judaïsme est une religion de haine raciale. Hein. C'est une religion de haine et une religion raciale. Et en fait, c'est Jésus est, on va dire, un juif, si on veut appeler ça comme ça, qui a inversé le judaïsme pour faire d'un truc de haine raciale un truc d'amour universel, donc c'est assez intéressant. Et bien qu'il ait été tué très vite par le Sanhédrin, c'est-à-dire les élites juives qui ne voulaient pas que les juifs, dans un premier temps, se convertissent de la haine raciale à l'amour universel, parce que c'est ça l'histoire de la passion du Christ et ce que nous racontent les évangiles, et bien qu'il ait échoué en apparence puisqu'il a été mis à mort et crucifié, il a ressuscité au 3e jour, donc ça c'est déjà la croyance religieuse, mais à la limite je peux m'en passer, c'est qu'en fait son idéologie d'amour universel, qui est la première dans l'histoire du monde, c'est ce que je dis dans mon bouquin, ça n'existe pas chez les hindous, ça n'existe pas chez les Chinois, voilà, c'est Jésus, et ça s'est propagé dans le monde par l'Empire romain, par la conversion de Constantin, c'est-à-dire que ça a été un judaïsme, c'est-à-dire une haine raciale inversée en amour universel, qui a été propagé dans tout l'Occident par un empire païen militaire. Donc c'est une double inversion hegelienne, ce qui prouve le génie de Jésus ou sa dimension absolument divine, parce que cette double inversion hegelienne est proprement, je dirais, magique et époustouflante, puisqu'en fait c'est un petit juif qui proclame l'amour universel alors qu'il est dans un bain de haine raciale intégrale, et qui se fait tuer par l'Empire romain demandé par le Sanhédrin, mais qui pourtant, par simplement la conversion de 2 juifs, on va dire pour simplifier, qui sont Pierre et Paul, finit post-mortem à convertir via l'Empire romain, c'est-à-dire par un empire polythéiste et militaire, la totalité de l'Occident a cette idéologie universelle de l'amour universel. Et ça, c'est ce qui fait pour moi que Jésus est Jésus. C'est-à-dire que pour on va dire un athée, c'est prodigieux. C'est plus prodigieux que Napoléon, c'est plus prodigieux qu'Hitler. C'est le prodige des prodiges, hein, en tant qu'épopée historique et culturelle et universelle. Et pour un religieux, c'est la preuve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Vous voyez ? Parce qu'un homme n'aurait pas pu le faire. Donc ça prouve qu'il est fils de Dieu et Dieu lui-même pour accomplir de tels prodiges. Donc moi j'ai même pas besoin de passer par la religion. Je dis voilà, Jésus et surtout par rapport au monde dans lequel on est, qui est le triomphe masqué, mais de moins en moins masqué, d'une élite de haine raciale. C'est des haineux au nom de la race. Hein, cette haine, c'est nous sommes le peuple élu, et ça se transmet par le sang de la mer, et la terre nous est promise. Donc c'est une vraie déclaration de guerre au reste de l'humanité. Hein. Il faut y aller carré et trivial. Hein. Et face à ce nouvel ordre mondial piloté par cette haine raciale qui est masquée pour l'instant, mais qui va se démasquer au moment de l'Antéchrist, ça se démasquera. Cette communauté ne va pas jusqu'au bout régner au nom de la laïcité et au nom de l'antiracisme, c'est-à-dire au nom de la République. Elle veut, à la fin des temps, régner par elle-même et au nom de ses valeurs propres, c'est-à-dire en tant que peuple élu à qui la terre est promise, et ça va être ça l'avènement de l'Antéchrist, c'est quand le pouvoir va se démasquer et se présenter au monde tel qu'il est, et c'est pour ça qu'il faudra que les gens comme moi, qui pourront dire aux autres, Soral avait raison, il faudra que ces gens-là aient été réduits au silence par la vaccination Covid. Vous voyez, là, je vous fais de l'eschatologie. Hein. C'est ça le narratif qui vient. Hein. Voilà, c'est ça les années à venir. Et c'est pas les 30 années à venir. C'est-à-dire nous allons vivre ça. Hein. Nous allons vivre. C'est la phrase la phrase de Macron. Comment il a dit la bête. C'est quoi sa phrase sur la bête? L'avènement de la bête est proche.
La bête événement arrive, il va falloir l'accueillir. Voilà, c'est ça. Ben, la bête est parmi nous. C'est la bête, c'est l'antéchrist. Hein. C'est ce pourquoi il travaille. Et l'antéchrist, c'est ça. C'est ce que décrit aussi Guénon dans le triomphe momentané de la fausse tradition. Hein. C'est l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est le Messie juif. Et ça va être, et ce moment de prise de pouvoir de la communauté de lumière, selon ses valeurs racistes et haineuses, donc selon tout le contraire de ce qui l'a permis de monter par la laïcité, la République et la démocratie, parce que c'est ça le sujet de mon dernier livre, hein, pourquoi l'égalité ? Pourquoi l'égalité ? Pour que puisse arriver au sommet de la pyramide de manière absolument génialement discrète et maléfique, les plus anti-inégalitaires de tous. C'est ça la démonstration de mon livre, hein. Vertigineuse et géniale. Merci. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Oui. C'est pas du de Benoît et c'est pas du Michéa. Hein. C'est un niveau au-dessus. Hein. Voilà. Mais m'en fous. J'aurai la postérité pour le dire. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Hein. Ça sera ça la version officielle dans 50 ans. Voilà. Je ferai partie des rares qui l'ont vu, compris, théorisé, ressenti, exprimé. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Et donc voilà, le Christ par rapport à ce qui se présente est évidemment la solution. Parce que pour vaincre l'antéchrist, il faudra le Christ. Et je rappelle que ce soit dans le christianisme bien compris ou l'islam bien compris, le Christ, hein, Issa, Jésus, est celui qui vient vaincre l'antéchrist, hein, c'est-à-dire le Dajjal, hein, voilà. Donc le Christ est plus que jamais l'avenir et la solution, hein. On est voilà, et je l'explique de manière politique. Vous avez vu, j'ai pas besoin de passer par la théologie ni d'aller à la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, hein. Et voilà. Et donc voilà, le Christ plus que jamais est la solution. Hein, et j'explique dans mon livre en plus que ça a des explications profondes, parce que comme l'homme, par la maîtrise de la raison, a atteint un très haut niveau de maîtrise de la technique, ce qu'en fait un être prométhéen et un être dangereux, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'homme augmenté, c'est ce dont rêvent les mecs comme Laurent Alexandre, parce qu'en fait, justement, ils font partie de ce peuple de la haine raciale qui ne voit dans l'homme augmenté, c'est-à-dire la technocratie, que le moyen de la domination, de la brutalité, de la violence la plus extrême. Or, ce que nous dit le Christ à travers notamment le thomisme, c'est que le destin de l'homme, c'est l'homo faber, on revient au sujet d'avant, et son destin est de maîtriser la technique et de devenir un homme de surpuissance. Hein, l'homme est surpuissant aujourd'hui. Le meilleur marqueur, c'est la bombe atomique. Hein, voilà, il a été capable, par sa surpuissance intellectuelle, de maîtriser l'atome. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Et il en a fait un truc de meurtre de masse. Bon, ça, c'est la vision simple. Hein. Et donc, pour que cet homme qui est voué à la maîtrise et qui est voué à la surpuissance par son intelligence, c'est son destin, hein, il faut qu'il contrebalance cette capacité de puissance par quoi ? Par une énergie équilibrante qui s'appelle l'amour, le souci de l'autre, la compassion. Sinon, effectivement, il additionne, comme le font nos maîtres actuels, la surpuissance technicienne et financière à un projet de haine raciale. Et ça s'appelle l'antéchrist. Le triomphe de l'antéchrist, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. C'est le monde d'Athalie. Or, pour que l'homme n'ait pas à renoncer à sa maîtrise de la science, parce il en est pas question, mais qu'il mette cette maîtrise de lui-même de la science, c'est-à-dire cette surhumanité, qui n'est pas tout à fait celle de Nietzsche, mais à la limite pourquoi pas, au service de l'humanité, parce que sinon il va se détruire lui-même, parce que le danger c'est qu'il se détruise lui-même, ce qui est dans toutes les eschatologies, le risque que l'homme à la fin devienne le destructeur de lui-même, parce qu'effectivement son prométhéisme c'est pas accompagné de sagesse. Ce qui veut dire que cet homme prométhéen, cet homme mesure de lui-même, cet homme hyper puissant, s'il ne réintègre pas le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, ne faites pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi-même, c'est-à-dire le souci de l'autre, la compassion, le sens du nous, hein, au-delà du je ou du je étendu à une communauté haineuse, si l'homme ne retrouve pas sur son chemin technocratique le Christ et le message du Christ, il va à sa propre destruction. Ce qu'on appelle dans le marxisme la guerre civile généralisée, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, hein, c'est-à-dire le chaos terminal. C'est-à-dire que l'alternative aujourd'hui de l'homme, qui est l'homme occidental technicien avec sa grande maîtrise de l'homme, qui donne d'ailleurs l'homme augmenté, tout ce que vous voulez, c'est que s'il ne retrouve pas l'amour comme fondement même de ce qui fait le collectif humain, il va vers une violence, un déchaînement de violence qui en dernière instance le détruira lui-même. Et c'est ça le sens des religions, hein, c'est ça le sens de la sagesse, et c'est ça l'analyse qu'on doit faire actuellement des forces en présence.
des discours délirants à la Laurent Alexandre, de cette montée de religiosité en ce moment, de ce peuple à la fois financier, technicien et avec une vision de domination délirante, religieuse et haineuse et raciale qu'on découvre dans les discours cachés ou à moitié cachés d'un Attali et d'autres, vous voyez, hein. C'est ça l'enjeu actuel, c'est ça la question politique. C'est pas ce qu'écrit de Benoît dans ses livres à la con où il répète de la même chose depuis 1972, et c'est pas chez Michéa et c'est pas chez Marine Le Pen. Là, en fait, ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que devrait être le débat politique. Et d'ailleurs, on va y venir. Je pense qu'on finira par y venir. Hein. C'est ça. Là, je viens de vous tenir un discours politique. Hein. Et ça parle de Jésus, ça parle de l'antéchrist, ça parle de l'homme augmenté, ça parle du meurtre Covid. Ça parle de tout ça. Ça parle pas de savoir s'il vaut mieux être à la CGT que chez les trotskistes quand on est dans l'éducation nationale, vous voyez. On est très très au-delà de ces petits sujets de merde, hein, de hyper secondaires, ou l'Union européenne, pas l'Union européenne, ou l'euro, pas l'euro. Évidemment que bon, tout ça existe, hein, mais c'est peanuts. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on va subir ou échapper à la vaccination obligatoire? Est-ce que cette vaccination obligatoire, quand elle va toucher les enfants et qu'elle va produire des morts sur les enfants, va pousser à la révolte? Donc j'ai dit que la révolte ne peut passer que quand les mères de famille, et donc les vraies femmes, hein, pas les putes, les mères de famille, c'est ça les femmes, hein, dans les catégories traditionnelles, c'est la maman. Le reste, c'est la putain, on s'en fout. Hein. La putain, c'est une collabo, c'est la promotion canapé, c'est de la traîtrise. Ce qui est intéressant, c'est les mamans. Le jour où les mamans, parce que les mamans ont l'instinct, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel du nourrisson. Les jours où les mamans n'accepteront pas qu'on pique leurs gosses pour les faire crever, le soulèvement, la révolution dont rêve, comme moi, Cerise, adviendra. Parce que, en fait, quand les femmes acceptent, je l'ai déjà dit, quand les femmes acceptent que les hommes aillent sur la barricade pour mourir, parce que, en fait, les enfants, la survie des enfants est en danger, c'est là que la révolution s'effectue. Parce qu'avant, la femme, qui est la mère, parce que je te dis, il y a que celle-là qui existe, hein, les féministes n'ont pas compris, tant pis pour elles, c'est la seule qu'on respecte, hein, le reste c'est la putain, on la respecte pas, on la baise. Et puis même on la viole, hein, ça c'est des choses aussi, c'est l'avenir du chaos. C'est l'avenir du chaos qui nous est promis. Hein. Quand il n'y a plus de la femme que la putain, il n'existe plus que le mépris et le viol, c'est-à-dire la guerre des sexes. Et la guerre des sexes, les femmes sont nées pour la perdre, hein, puisqu'elles n'ont pas la force. Ce qui fait la force des femmes, c'est le respect que l'homme en a. Et le respect que l'homme a de la femme, c'est sa maman et la maman de ses enfants. Hein. C'est pas parce que c'est une bonne actrice porno ou qu'elle fait bien les pipes. Hein. Et c'est pas aussi parce qu'elle dit que l'homme... Et c'est pas aussi parce qu'elle dit que l'homme ne sert à rien et qu'on peut s'en passer, que c'est un connard et qu'il est responsable du réchauffement climatique. Vous voyez, c'est-à-dire que ça aussi, il faut comprendre aussi que le féminisme est là pour nuire aux femmes et accélérer le chaos nécessaire de la guerre de tous contre tous, dans la guerre des sexes, hein, et que cette guerre des sexes, il n'a jamais été prévu par ceux qui la promeuvent, puisque le féminisme n'est pas autonome, hein, comme l'islamo-gauchisme n'est pas autonome, c'est l'oligarchie qui favorise le féminisme. C'est que dans la vision oligarchique de promotion du féminisme, le but n'est pas du tout la victoire ou la défense des femmes. C'est le chaos pour le pouvoir de l'oligarchie. Et ce chaos se retournera évidemment contre les femmes. Hein. Et imaginez que demain, à Paris de Hidalgo, le 18e arrondissement soit livré au pouvoir des migrants. Qu'est-ce que vous pensez que va être la première conséquence de tous ces jeunes Érythréens aux couilles pleines de 20 ans, avec des bites de 20 cm? Je vais vous la faire brutale, exprès et vulgaire. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer pour la petite bobo qui n'a de mépris que pour le macho, qui est en fait un demi-émasculé par 40 ans de féminisme et qui ose même plus la regarder dans les yeux? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer au niveau de la plaine du Krak et de Stalingrad si demain les migrants, je vous signale qu'il y a un bal des migrants organisé le 13 pour le bal du 14 juillet, place Stalingrad. Vous êtes au courant de ça? Ça s'appelle le bal des migrants. C'est de la connasse bobo qui rêve de se faire troncher par du migrant et du PD. Voilà, ça va être. Regardez le clip, hein, il y a un clip, voilà. Donc tout ça, faut le comprendre. C'est-à-dire que à la limite, si aujourd'hui on a un certain souci de l'avenir des femmes, je pense que le combat antiféministe est fondamental, hein, parce que là, je vous dis, travailler à la guerre des sexes, au sens d'ailleurs brutal et stupide et profondément anti-féminin, parce que ce qui le caractérise le féminin, c'est la relation triangulaire. C'est le pouvoir sans le pouvoir.
c'est la faiblesse physique qui conduit à l'intelligence psychologique. Hein, tout ça, vous lisez Otto Weininger, Sexe et caractère, on l'édite d'ailleurs chez Contre-Culture, et vous verrez ce que c'est que l'intelligence féminine. Aujourd'hui, le féminisme est une imitation caricaturale de la plus brutale des intelligences masculines. Et l'intelligence masculine, c'est l'intelligence de la force, parce que l'homme, il se trouve qu'il a la force, hein, voilà, le muscle. Et comme la femme n'a pas malgré ce qu'on raconte sur la théorie du genre, n'a pas la force physique, parce qu'elle a une complexion physiologique qui fait qu'elle est très inférieure à l'homme d'un point de vue de la force. Elle peut aussi s'entraîner et gagner en force, mais l'homme, s'il le fait, maintient le différentiel. Ça veut dire que si elle engage une guerre frontale et masculine contre les hommes, elle la perd. C'est ça que ça veut dire. C'est moi, si une femme me dit « Connard de Soral, j'aime pas ce que tu dis, je te pète la gueule », je lui dis « Il y a pas de problème, viens ». Et je lui éclate la gueule. Ça prend 20 secondes. Hein, je peux vous garantir que c'est vérifiable. Donc, à vrai, si la femme veut pouvoir s'opposer à moi, elle doit instrumentaliser un homme qui est ici et le retourner contre moi, vous voyez, ou alors me séduire, ou alors avoir des stratégies subtiles, c'est ça que je veux dire, et qui sont de l'ordre de la psychologie et pas du corporel direct. Ou alors, si c'est le corporel direct, c'est elle ouvre un bouton de son corsage, que je vois un peu ses seins, et là, d'un seul coup, je m'affaiblis. Vous voyez, je suis... Là, en fait, je suis en train de vous décrire la réalité des rapports humains recouverts par tout le mensonge idéologique contemporain. Hein, c'est ça. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que on met la moitié des femmes comme animatrices de télé aujourd'hui, y compris dans le football. On est même obligé de subir les commentaires des femmes dans le football aujourd'hui, alors que traditionnellement, on va au football pour être entre mecs. Hein, c'est quand même insupportable. Mais par contre, ils cooptent Ménès pour commenter le football, qui est un obèse répugnant de 100 kilos. J'ai jamais vu, moi, qui coopte une gonzesse de 100 kilos qui connaît bien le football pour commenter le football. Ils prennent toujours une demi-putain, c'est-à-dire une meuf qui a des nichons, des jambes et qui en général les montre. Hein. C'est pareil. Moi, j'ai jamais vu un mec présenter le journal de 20 heures, les bras nus, vous voyez, pour montrer qu'il a des muscles et des pectoraux. Ça, on a ça dans Idiocratie. Vous savez, le film Idiocratie, où on a un culturiste qui présente le journal télévisé pour montrer ses muscles. Alors que chaque fois qu'on nous met une femme à la télé, malgré tout, comme présentatrice, il faut toujours qu'elle soit mignonne et elle montre des attributs d'attraction sexuelle. Hein, voilà. Imaginez si on faisait la même chose pour les hommes. Le mec, à la limite, il arrive sur le plateau torse nu parce qu'il fait de la gonflette, et à la limite avec un moule-couille, il se met debout pour qu'on voit qu'il a un paquet. Vous voyez ? Bah, si on se dit ça, on se dit où on va. Or, c'est exactement là-dedans qu'on est en réalité, et on appelle ça la parité et l'égalité homme-femme. Non, c'est une escroquerie. Voilà, c'est une escroquerie. Donc, le travail de R, c'est quand même de dénoncer, d'analyser toutes ces escroqueries pour essayer de retomber sur nos pattes d'une certaine manière, parce que tout ça fait quand même beaucoup de dégâts au niveau psychologique. Hein. Toute cette normalité qu'on nous présente, alors qu'elle est totalement dysfonctionnelle intégralement, produit quoi? De la névrose. Dans notre vie quotidienne et sur nos psychologies, on devient complètement dépressif. On comprend plus rien, le monde ne veut plus rien dire, on a un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension. C'est ça la réalité. Et je vous dis, c'est pour ça que d'ailleurs, quand ça atteint un certain niveau, on peut penser qu'il y a un sursaut, je dirais, anthropologique de survie, et que c'est pour ça qu'il arrive la nécessité du vaccin. Vous voyez, je reviens sur mon sujet. Je pense que le meilleur résumé, c'est que le vaccin, c'est le passage nécessaire, obligé dans l'épopée de la domination oligarchique, du contrôle des esprits au contrôle des corps. Voilà. Je vais m'arrêter sur cette belle synthèse. Et ça, ayez ça en présence quand vous regarderez tous les événements là autour du Covid. Ayez ce résumé en tête. À mon avis, ça sera dans mon prochain bouquin. C'est voilà le passage du contrôle des esprits au contrôle des corps. Voilà.